Cet hebdo, édition du dimanche 11 avril 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Le Cameroun donne son accord pour l'importation des produits aviaires du Brésil, indemne de la grippe aviaire. L'accord est contenu dans une correspondance que le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga, a adressée le 22 mars dernier à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. Il faut dire que la lettre du MINEP a créé une grosse polémique dans l'opinion publique. Le poulet congelé est-il de retour au Cameroun? C'est la crainte des uns et des autres. On parlera également de la gestion des fonds Covid au Cameroun avec l'audit du premier décaissement du Fonds monétaire international demandé par l'institution. Nous questionnerons la pertinence du dispositif mis en place pour la gestion des dépenses liées à la maladie tout en évaluant les mécanismes de passage des marchés liés à la Covid-19. Et pour sortir de cette émission, on dira un mot sur le 6 avril 1984 et l'impact que ce putsch manqué a eu sur la gouvernance du président Paul Biya. Donc on parle de tous ces sujets avec Denis Kobo, vous êtes journaliste, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour aux companélistes. J'ai envie de vous demander rapidement quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine. On a eu quand même beaucoup de morts. On a eu beaucoup de morts dans le processus normal et naturel. On dit chez moi au village qu'autant on accouche, autant il y en a qui meurent. Peut-être qu'il y a une théâtralisation de tout au Cameroun, avec ceux qui prennent un petit plaisir à comptabiliser ces morts-là. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont fait leur temps dans notre pays méritent qu'à leur mort, on leur rende juste hommage. Vous parlez du sénateur Moukete? Sénateur Moukete, que je connaissais particulièrement pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises chez lui à Combat pour discuter des choses en privé. Donc c'était une bibliothèque et mérite que sa mémoire soit saluée pour tout ce qu'il a fait dans notre pays. Et ces derniers temps, du haut de son âge, il avait utilisé sa parole pour toucher les esprits, notamment en ce qui concerne les troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, moi, je ne passe pas de temps à comptabiliser les morts. Tout le monde peut mourir, indépendamment de l'âge ou de la pathologie qui peut nous emporter. Merci Denis Kobo d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, Eric Pinlap du SDF. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léa et bonjour à mes companélistes et à vos nombreux téléspectateurs. Sur la même question, quelle est l'actualité qui a le plus retenu votre attention cette semaine rapidement? Je parlerai de notre député, Bénil Djemeni, qui a été désigné meilleur député d'Afrique par une organisation africaine. Donc c'est l'occasion de féliciter ce député. Sur quelle base? Sur la base du travail qu'il fait sur le terrain, notamment dans sa circonscription qui est le Mungo Sud. C'est-à-dire qu'il a posé un certain nombre d'actes sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le Covid, également au niveau de l'Assemblée nationale, notamment avec le réseau parlementaire des parlementaires qui travaillent sur les questions de banque et d'assurance pour pouvoir permettre au maximum de Camerounais de pouvoir bénéficier, notamment de ce qu'on attend depuis l'assurance maladie universelle. C'est un des dossiers sur lesquels il travaille beaucoup au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne parlerai pas des questions orales qu'il a posées, notamment sur la question des routes dans la région du littoral en général, mais particulièrement dans le Mungo, parce que vous savez que lorsqu'il faut prendre la route pour aller dans le Mungo, et également, le Mungo c'est également une zone, un bon bassin de production, il est question que les différentes routes qui mènent à ce bassin de production soit viabilisé pour pouvoir permettre à ces populations de vraiment bénéficier ou bien vivre du travail qu'ils mènent au quotidien. Merci Eric Pinlap d'être avec nous ce dimanche. Félicitations à votre député. En face de vous, on reçoit Célestin Djoko, il est le président IPAVIC, bassin littoral nord-ouest, entendez, interprofession apicole du Cameroun. Bonjour Monsieur Djoko. Bonjour Madame. Alors je précise qu'on vous aura juste pour le premier thème, celui qui concerne les poulets congelés, la correspondance du MINEP adressée à l'ambassadeur brésilien au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Madame. Je profite pour remercier vos nombreux téléspectateurs ainsi que mes copanélistes. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, le docteur Louis-Marie Cagdeux nous refait l'amitié d'être là ce dimanche après plusieurs années d'absence sur le plateau de cet hebdo. Bonjour docteur. Bonjour Leïla, bonjour copanélistes et puis bonjour aux aimables auditeurs d'STV. Alors vous êtes le responsable du département études et enquêtes de l'ACDI, entendez l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs.
Merci d'être avec nous ce dimanche. Je souligne justement que vous avez été récemment frappé par la disparition de Bernard Djonga, tout comme le Cameroun. Absolument. C'était effectivement le 21 février 2021 en France. Djonga était malade depuis plus d'un an qu'il se retrouvait dans ce pays-là. Pour des raisons de santé, et malheureusement il est revenu au pays simplement les pieds devant, comme on dit chez nous. C'est pour nous une très grosse perte, mais aussi un motif pour continuer les combats qui ont été les siens, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire au Cameroun. Alors, pour parler justement pour parler des fonds Covid et de l'audit demandé par le Fonds monétaire international, on recevra en deuxième partie de cette émission le docteur Marcel Simon. Elle est enseignante, elle communique pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Accord pour l'importation de produits aviaires, tel est l'objet de la correspondance que le MINEPIA a adressée le 22 mars à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun. On va commencer par vous justement, docteur Louis-Marie Cagdeux. De quoi s'agit-il exactement? Comment interpréter le contenu de cette correspondance? Peut-être il faut fixer le cadre, c'est-à-dire qu'en l'état, au Cameroun, il y a un vrai problème ou une vraie carence de poussins d'un jour, ou bien de ce qu'on peut appeler les intrants agricoles. Pour vous donner des chiffres, nous sommes partis dans les 5 dernières années d'environ 80 000 poussins d'un jour au Cameroun à 40 000 en 2020. Et les projections de 2021 n'étaient pas intéressantes. Ça va tourner autour de 25 000, 20 000. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, on a fait une chute drastique d'environ 70% sur ce plan-là. Ensuite, si on regarde l'écosystème de la production, on verra qu'il y a 5 ans, l'essentiel de cette production était local. Et qu'aujourd'hui, on importe environ aussi 70% du peu qui arrive au Cameroun. Voilà un peu le tableau. Sur le marché, les prix... Vous dites qu'il y a 5 ans, l'essentiel de cette production était local. Et 5 ans plus tard, on importe la majorité. On importe environ 65-70. Les chiffres ne sont pas toujours exacts. Donc, il y a eu une vraie saignée dans la filière locale au Cameroun. Par conséquent, sur le marché, il y a aussi eu un volet des prix, il faut le dire. Il y a environ 5 ans aussi, un poussin d'un jour coûtait autour de 400 francs CFA. Aujourd'hui, c'est autour de 700-750 francs CFA que le même poussin coûte, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler intrant pour lancer une activité agricole. Le poulet sur le marché aussi, les prix se sont envolés. Donc, voilà le contexte. Et dans un tel contexte, il y a plusieurs solutions qui peuvent s'offrir. Et donc, nous sommes au Cameroun aujourd'hui dans un contexte où le ministre ou bien le gouvernement choisit la solution de l'importation. Parce que pour comprendre la levée de bouclier qu'il y a eu, il faut se situer vraiment dans le contexte. Si je prends encore simplement 2 ans en arrière, pour ce qui concerne les denrées alimentaires, le Cameroun n'en importait que 700 milliards. Pour 700 milliards en 2018. Et donc, en 2020, nous étions à 1400 milliards. Donc, on a doublé les importations en denrées alimentaires au Cameroun. Et si nous retournons en 2015, on verra que le Cameroun n'importait que pour 400 milliards. Donc, entre 2015 et 2020, le Cameroun a ajouté ses importations en denrées alimentaires de plus de 1000 milliards. Vous comprenez un peu la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, l'une des raisons principales des difficultés qu'on a, justement, c'est l'importation. Parce que ça nous fait dépendre des chocs externes. Donc, dès qu'il y a un petit choc externe, comme le Covid, ou bien dans les pays producteurs, il y a un souci, immédiatement la filière locale est impactée. Et ça faisait partie des raisons pour lesquelles la DIC se dressait toujours contre les importations, quelle que soit sa forme. Parce que ça nous fait dépendre entièrement des facteurs extérieurs, c'est-à-dire des facteurs qui ne dépendent pas qui sont hors de notre contrôle. Pour revenir à la lettre du ministre, il y a eu, à mon avis,
parce qu'en parlant avec des personnes au sein du Minepia, en parlant avec des personnes au sein de nos partenaires de l'IPAVIC, il y aurait eu un problème de communication, mais qui a engendré ce qu'on appelle aussi en communication effet pervers. C'est-à-dire que cela a réveillé des problèmes qui somnolaient et beaucoup d'acteurs ont décidé de remettre ça sur la table pour dire effectivement il est temps qu'on traite de ces vrais problèmes maintenant. De fond justement. Célestin Djoko, je précise que vous êtes le président IPAVIC des bassins littoral et nord-ouest. Sud-ouest, pardon. Alors, le docteur, lui, Marie Cagdeux, le faisait savoir, il y a 5 ans, l'essentiel de cette production était local. Ça, vous confirmez? Ça, je confirme. Mais que s'est-il passé entre 2015 et 2021 pour qu'on en vienne à importer aujourd'hui 65 à 75% de cette production? Madame, nous pouvons remonter un peu, revenir un peu sur les 2 grippes aviaires successives qui a créé vraiment d'énormes dégâts au niveau des producteurs. Il est vrai, avant la grippe aviaire de 2016, on avait un cheptel de parentaux d'au moins 246 000 par là, si je ne me trompe pas. Après la grippe aviaire de 2016, en 2016, vraiment le Cameroun était sur une lancée. On pouvait satisfaire toute c'est le Cameroun qui essaie de satisfaire toute la sous-région en ce qui concerne les produits aviaires. En 2016, nous sommes tous d'accord que cette grippe aviaire a été très mal gérée au niveau du Cameroun, ce qui fait que tous les producteurs qui étaient en activité, beaucoup ont fermé boutique, beaucoup ne pouvaient plus honorer les engagements bancaires. C'est le lieu de signaler que nous sommes dans un secteur de l'agriculture ni subventionné, ni accompagné. Nous souffrons d'un problème de financement. Du jour au lendemain, des producteurs ont dû mettre la clé sur le paillasson. Donc, après ça, il était maintenant question, ceux qui pourraient survivre ont donc réduit considérablement le cheptel des parentaux. Nous sommes dans une activité où on entre aujourd'hui pour ressortir demain à cause de ces problèmes, des problèmes endogènes et exogènes. Oui. Donc, le cheptel des parentaux était déjà très réduit. Donc, le secteur est tributaire de l'importation, comme vient de souligner le docteur. Donc, à ce moment, nous ne pouvons plus satisfaire la demande locale. Puis vint le Covid. On a vendu, le producteur a produit le poulet à presque 2000 francs pour se retrouver en train de le vendre sur le marché à 1300. Ce qui fait que le secteur est vraiment malade. Bon. Maintenant, quand on arrive à ce problème, non seulement avec le problème de Covid, il y a le problème de grippe aviaire en Europe, à un moment où toutes les fermes parentales étaient en train de reformer. Donc il fallait maintenant repeupler les fermes. On nous dit qu'il y a, non seulement avec le Covid, il n'y avait pas des liaisons avec les problèmes avec les avions pour ravitailler les fermes parentales avec les poussins parentaux. Donc, maintenant vient le problème de grippe aviaire en Europe où on suspend, on ferme les frontières. Il est vrai, nous vivons avec la peur chaque fois que la bataille de l'Arctique à travers M. Djonga, que je profite pour lui rendre encore hommage pour le travail qu'il a fait pour le secteur avicole au Cameroun et pour la sécurité sanitaire au Cameroun. Ouais. Donc je profite pour lui rendre un vibrant hommage. Bon. Nous vivons avec la peur parce qu'à chaque fois il y a quelques incursions de poulets congelés, on nous signale c'est passé par qui aussi là et c'est toujours convoyé par les hommes en tenue. Excusez-moi de le dire, ça c'est de temps en temps on vit avec cette psychose là de voir au jour au lendemain des petits emplois ou des petits producteurs qui survivaient encore tomber en faillite. Mais maintenant vient la lettre du ministre. Vraiment, je crois que c'est un déficit de communication. C'est un problème de communication. D'accord.
Denis Kobo, est-ce qu'il était possible pour le gouvernement camerounais de gérer ces différentes crises, grippe aviaire 1, grippe aviaire 2 et maintenant Covid, sans avoir recours à des importations massives? Bon, je ne veux pas parler comme les amis de l'ACDIC ou de l'IPAVIC, parce que s'ils disent autre chose, je crois qu'on va encore ajouter à leur souffrance actuelle. Vous avez parlé du ministre Taga et d'une erreur de communication. Il n'y a aucune erreur de communication. Le docteur Taga sait exactement ce qu'il fait. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc, on peut pas, il est du secteur, il est du domaine. Il sait très bien ce qu'il fait. M. Djoko a parlé de la mauvaise gestion de la crise de la grippe aviaire. Quand vous dites mauvaise gestion, c'est une mauvaise gestion au préjudice des opérateurs du secteur. Mais mauvaise gestion à leur préjudice. Et là encore, il y avait le même ministre. Tout le monde sait, on ne va pas venir dire un certain nombre de choses ici, mais tout le monde sait qu'on a profité de la grippe aviaire pour décimer et déstructurer toute la filière. C'était donc voulu. Donc quand vous parlez de 400 milliards, il ne faut pas seulement regarder le secteur avicole. Quand vous parlez des importations qui passent de 400 milliards à 1400 milliards, ça veut dire qu'il y a 1000 milliards d'importations. Qui profite à qui? Alors, est-ce que l'industrie là qui importe, c'est entre guillemets industrie, c'est-à-dire que si on a maintenant la possibilité au Cameroun de devenir multimilliardaire en important, c'est-à-dire qu'on n'apporte aucune plus-value, on n'emploie pas des gens, on ne paye rien, c'est-à-dire on importe juste pour déstructurer, effacer ce qui est existant. Donc, un pays qui a d'énormes problèmes comme le Cameroun vous dit qu'il y a de cela 5 ans, nous étions capables de ravitailler toute la sous-région d'Afrique centrale. 5 ans après, le ministre se plaît seulement à autoriser les importations, comme si on était sinistré. On n'a jamais été sinistré. On a été en avance et cette mauvaise politique-là, cette mauvaise gestion de l'autorité établie, à travers notamment le ministère de l'élevage, puisse, n'est-ce pas, nous plonger là où on est aujourd'hui. C'est ça le problème. Et si on ne l'aborde pas sous cet angle-là, on va tourner en rond. Ce qui est dit ici, moi j'ai travaillé avec M. Nyonga, père à son âme depuis presque 20 ans, et il était au front tout seul. Il dit tout seul parce que vous savez que beaucoup de gens qui ont des intérêts à protéger ne pouvaient pas, n'est-ce pas, participer à cette lutte. Il y avait les agriculteurs complètement sinistrés et une organisation qui se battait pour que... et ça a marché. Vous voyez, l'opinion camerounaise est arrivée à un moment où consommer local est devenu véritablement une mode. Quand on parle de la pandémie du Covid-19, on dit que c'est une crise même de l'alimentation. C'est parce que les gens mangent mal qu'ils ont toutes ces pathologies qui entraînent quand j'entends les médecins parler de comorbidité, nous on mange quoi? Donc si on est revenu à la situation d'aujourd'hui avec ce fameux communiqué là, parce qu'il est d'abord ambigu, personne ne sait de quel produit il s'agit, il sait pourquoi, le ministre sait pourquoi il a fait ce communiqué, et il sait que dans l'urgence, tous les acquis vont être complètement perdus. Dans l'urgence, on est obligé, là où ce n'était pas autorisé, c'est ça autorisé. On a créé dans la pénurie, on a déstructuré les filières. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont que les yeux pour pleurer parce qu'il y a urgence. Ils vont vous dire qu'il y a urgence et ils vont passer, n'est-ce pas, en force. Je crois que les acteurs de la filière doivent être beaucoup plus actifs. Et les Camerounais qui sont les consommateurs finaux des produits, ils doivent se solidariser automatiquement et systématiquement avec ceux-là qui mènent une activité qui est apparemment commerciale, mais c'est une activité qui concourt à nourrir le maximum de la population. On connaît le déficit qu'il y a en termes de protéines au Cameroun. Le poulet a toujours été la denrée, on peut appeler ça la moins chère. C'est la moins chère du marché, c'est tout ce qui peut concourir, n'est-ce pas, à permettre à n'importe quel citoyen de consommer des protéines. Donc on est là face à une catastrophe qui ne dit pas son nom. Alors, Eric Pinglab, Denis Kobo souligne l'ambiguïté que revêt ce communiqué. À la lecture de cette correspondance, vous, en tant qu'analyste politique, direz-vous que le Cameroun est engagé sur le chemin officiel du retour du poulet congelé? Ça ne souffre d'aucun... C'est-à-dire qu'en réalité, justement, créer l'ambiguïté, c'est pour pouvoir faire passer n'importe quoi. Parce que si vous êtes clair au départ, justement, on a cette levée de bouclier. Et l'idée, c'est que si ils se rendent compte que le passage en force ne donne pas,
ils diront après que non, on ne voulait pas dire X, on voulait plutôt dire Y. Et c'est ça la réalité. Et il est important, et personnellement, moi, ça me dérange un peu plus, parce que justement, on vient de perdre M. Bernard Djomga, qui, on va dire qu'en termes de lobbying au Cameroun, c'est la principale victoire dans le lobbying d'un certain nombre d'organisations au Cameroun, c'est l'arrêt de l'importation du poulet congelé. C'est-à-dire que tous ceux qui font dans le lobbying, c'est le modèle qu'il faut suivre. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, au-delà de ça, j'ai bien apprécié à la présentation globale de M. Kade, c'est que notre balance commerciale est structurellement déficitaire. M. Kouebo parlait tout à l'heure de l'ensemble des produits. Nous importons près de 300 milliards de poissons, alors que nous avons presque tous les départements, là, c'est un nom de cours d'eau. Donc, nous pouvons produire suffisamment de poissons, au moins pour nourrir notre population. Je ne vous parlerai pas du riz, je ne vous parlerai pas du maïs, je ne vous parlerai pas, même l'huile de palme. Je crois que ça fait depuis 4 ou 5 ans, même l'huile de palme, nous importons déjà. Donc, il est important, à une époque, je disais que le corona, c'était une source d'opportunité, au moins sur le plan économique. Parce qu'il est important de noter que nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Et si on ne retire pas cette dépendance, parce que ce qu'on nous dit souvent, on nous parle souvent de souveraineté, c'est-à-dire que le Cameroun est un État souverain. Être souverain, c'est être capable de nourrir sa population sans avoir besoin de l'extérieur. Être souverain, c'est être capable de fournir des emplois à sa population sans avoir besoin de l'extérieur. Lorsqu'on passe au temps avec les solutions de facilité, parce qu'en réalité, ce sont les solutions de facilité. Le président américain est arrivé, il a mis 1900 milliards pour soutenir la consommation locale, mais il est en train de mettre 1900 milliards pour soutenir les entreprises de chez eux. L'Union européenne a ce qu'ils appellent le programme agricole commun, qui permet de financer les producteurs européens, parce qu'on nous dit souvent, non, nous sommes dans une économie libérale, dans l'économie libérale, les subventions ne sont pas... Non. Lorsque l'intérêt du pays est en jeu, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les décisions qui doivent permettre de régler ces problèmes de façon structurelle. Parce que ce qu'ils veulent faire là, c'est justement faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Vous aurez un nouveau milliardaire qui va naître avec l'importation du poulet congelé bientôt. Vous aurez un autre nouveau milliardaire qui va naître peut-être pour X autres produits. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'on a l'économie des Bayam Salam. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que nos milliardaires qu'on a, ce sont des Bayam Salam. Ils achètent, ils revendent. Aucune valeur ajoutée. Aucune. Docteur Louis-Marie et Kade, on a les craintes de Denis Kouebo, on a les craintes de M. Eric Binla. Ma question est celle de savoir ce qu'on met exactement, j'aimerais qu'on reste justement sur ces craintes, ce qu'on met dans produits et sous-produits aviaires. Est-ce que les découpes de poulet congelés peuvent se retrouver dans cette catégorie? Si vous me posez la question comme cela, oui. Mais dans la même correspondance, quelque part, il parle d'intrants. S'il se limite aux intrants, c'est autre chose. Ça veut dire que ce sont les poussins d'un jour, ce sont les œufs à couver. Mais plus loin, il ne parle plus d'intrants, il parle de produits et sous-produits aviaires. Cela englobe tout. Et le problème qui se pose, c'est qu'on parle du Brésil. Mais c'est qui le Brésil? Ou c'est quel pays le Brésil? En 2021, le Brésil reste encore le principal fournisseur de l'Afrique centrale en découpe de poulet congelé. 75% par exemple des poulets que vous consommez au Tchad viennent du Brésil. Donc les réseaux sont déjà là. Il y a 21 ans, quand on luttait contre les découpes de poulet congelé, le Brésil était le principal fournisseur du Cameroun. Donc on est en train d'aller quelque part où il y a des antécédents. C'est pour ça que je parlais de communication paradoxale. Parce que si vous faites une correspondance ouverte comme cela au Brésil, avec l'intention de dire non, on veut se limiter aux intrants, alors le Brésil peut saisir la balle au bon. Et donc aujourd'hui, du point de vue strictement légal, si l'intention de communication de M. le ministre n'est pas d'ouvrir au poulet congelé, nous, au niveau de la société civile, on demande qu'il précise son intention en reprenant un acte pour que les choses soient claires.
Mais en l'état, s'il ne le fait pas, cela veut dire que il y a des outils, des instruments légaux pour que ces poulets entrent au Cameroun. Et le président de littoral du Lipavik Sidalem, en l'état, depuis 4 ans, le gouvernement camerounais ne fait plus rien pour saisir les cargaisons illégaux qui entrent au Cameroun. Jusqu'à une certaine époque, c'était saisi systématiquement. Ça vient de 2 filières. Ça vient du Tchad. Comme je vous dis, le Cameroun partage plus de 500 km. En fait, ce que vous dites, c'est que sur le marché noir, on continue de retrouver le poulet congelé au Cameroun. Vous n'avez qu'à vérifier dans les poissonneries à Douala et à Yaoundé. Il y en a. Ça vient de... C'est des filières brésiliennes qui transitent par le Tchad et qui transitent par la Guinée équatoriale. Et donc, ça se retrouve sur le marché camerounais. Et l'ampleur commence à être importante. Donc, ça, c'est la première crainte. La deuxième crainte qui fait qu'on ne peut pas croire le ministre sur parole, c'est parce qu'en 2016, quand on parle de mauvaise gestion, il y a plusieurs aspects là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que des actes d'utilité publique avaient été pris pour détruire la filière locale, c'est-à-dire qu'on détruisait les fermes, on détruisait, j'ai vu des parentaux, je suis allé dans une ferme voir détruire devant moi 600 000 œufs. C'était très difficile, eux à couver. C'était très difficile à vivre ça. Si vous multipliez par 300, vous voyez ce qu'un individu en une seule journée perd. C'était un acte d'utilité publique devant le sous-préfet, devant les autorités publiques, sauf que la loi prévoit, après avoir pris un acte d'utilité publique, il faut dédommager. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que les gens qui sont tombés suite à la prise d'un acte d'utilité publique n'ont pas été accompagnés. Et par conséquent, ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Comment ils font pour se relever? Ils se battent comme ils peuvent. Une fois qu'ils se battent et qu'ils sont encore presque debout, on craint, on redoute d'autres mesures qui viennent encore les affaiblir. Et c'est ça le fond de la chose. Parce que si on ne regarde pas ça, on va se dire que peut-être c'est un agissement inutile. Non. Nous sommes dans notre pays aujourd'hui, dans un contexte où la loi encore, si je prends la loi, il y a 2 lois en 1998, une loi sur le dumping qui interdit le dumping, une autre loi qui interdit la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, c'est que vous ne pouvez pas mettre la filière camerounaise en concurrence non subventionnée, en concurrence avec des filières subventionnées. Du point de vue légal, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qui va toujours conduire à ce qu'il y ait ce genre de bataille. Parce que tout ce qui vient d'Europe, par exemple, si je ne prends que la filière française, c'est subventionné à la production, c'est subventionné au transport et même la douane est élevée. Et ça arrive au pays pour entrer en concurrence avec des produits non subventionnés. Ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Donc c'est tout ça l'incongruité. Et aujourd'hui, nous nous battons pour faire en sorte que, au lieu d'étouffer la filière locale, par exemple fiscalement, pour ensuite autoriser l'importation des pays où les opérateurs sont accompagnés, mieux vaut une fois donner les facilités aux gens au Cameroun pour qu'ils travaillent. Alors, M. Célestin Djoko, il se pose quand même un problème en ce moment dans les marchés. Le poulet se fait rare, le poulet est vendu très cher. Est-ce que cette pénurie de poulet ne traduit pas finalement l'incapacité des producteurs locaux à assouvir la demande nationale? Je veux dire qu'on a 60 000 tonnes de production par an, quand la demande est autour de 105 000 tonnes. Je suis surpris quand vous dites ça, madame. Dès le départ, s'il n'y a pas de poussins parentaux, s'il n'y a pas d'œufs à couver, ça veut dire qu'il n'y aura pas de poussins sur le marché. C'est ce qui se passe actuellement. 90% des fermes sont vides. C'est ça le problème. Avec les problèmes de Covid et encore avec, avec la grippe aviaire en Europe. Bon, je ne dis pas ça pour dédouaner, monsieur le ministre, mais après la déclaration de la grippe aviaire en Europe, nous avions été conviés à une réunion, les accouveurs par exemple, avec le ministère, où le ministère nous disait carrément qu'on ne peut plus importer en Europe.
la seule solution, c'était qu'on aille au Brésil, aux États-Unis, importer. Mais notre problème était, notre surprise a été dit au gouvernement, et nous l'avons dit au gouvernement, qu'il n'y avait pas de liaison entre le Brésil et le Cameroun. Le docteur Katko vient de dire des filières subventionnées. Quand il y a des crises, l'État doit prendre ses responsabilités. Par exemple, ce manque d'œufs à couver et de poussins parentaux, l'État peut prendre des cargos militaires, aller dans des zones où il faut... Même quand on parle de grippe aviaire, est-ce que ces pays qui ont des grippes aviaires ne mangent pas de poulet? Est-ce que l'élevage, est-ce que dans les pays européens on a arrêté? Donc c'est un problème de volonté politique. Mais le gouvernement quand même nous a demandé d'aller au Brésil importer les produits, les poussins parentaux et les oasis. Ça c'est toujours une fuite en avant parce que pour résoudre ce problème et ne plus être tributaire de l'étranger, la seule solution c'est avoir des grands parentaux au moins. Comme il y a 5 ans? Non, il n'y avait pas de grands... Jusqu'à là, il n'y a pas de grands parentaux. En Afrique, c'est un élevage un peu compliqué. Je crois que le docteur peut un peu expliquer ça. L'élevage des grands parentaux est très compliqué. Mais au Cameroun, nous avons des élevages parentaux qui réussissent très bien et qui fournissent la plus grande partie. Mais si les fermes parentales sont vides, il n'y aura pas d'œufs à couver. Et le déficit qui était compensé par l'importation. Aujourd'hui, on nous dit vous ne pouvez pas importer en Europe. Le gros venait de l'Europe. Ça venait que ce soit les poussins parentaux, que ce soit les œufs à couver, venaient de l'Europe. Aujourd'hui, on nous dit vous pouvez aller au Brésil, déjà, même pour tout le monde, si tout le monde converge vers là. Parce que si toute l'Afrique converge vers le Brésil, c'est-à-dire que même en termes de quantité, et les problèmes avec le Covid, avoir un avion, même pour faire venir des cargaisons, n'est pas facile. Il n'y a que le gouvernement. Donc le gouvernement nous a dit ça, on a dit, ok, aidez-nous donc à faire, à mutualiser au moins nos forces pour aller chercher ces produits. Mais j'aurais voulu vraiment que le ministre, si son intention, j'ose croire que ce n'est pas de faire entrer les découpes de poulet, car en français facile, comme tout le monde peut comprendre, que le ministre revienne sur sa décision. C'est-à-dire que c'est ça notre crainte. Nous vivons avec cette peur qu'on soit en train de tuer définitivement le secteur avicole. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas, par exemple, sur la viande de bovine. Il n'y a pas trop de couacs dans ce secteur. Qu'est-ce qui donc se passe pour un secteur, non seulement en termes de sécurité sanitaire, le poulet c'est une viande blanche, c'est-à-dire que tous les organismes peuvent assimiler le poulet, ce qui n'est pas le cas pour la viande de bœuf qui ne crée pas assez de problèmes. Or, c'est la protéine accessible à toutes les couches. Donc, l'État a intérêt à subventionner ce secteur qui est abandonné à lui-même. Eric Pinlap, au-delà des importations et à côté des subventions dont parle M. Célestin Djoko, selon vous, quelle est l'action économique attendue du gouvernement camerounais aujourd'hui pour rendre un peu plus solide la filière avicole au Cameroun? Déjà, ce que je constate, et là je me rends compte que j'avais un certain nombre de lacunes, c'est que 60 ans après les indépendances, on est incapable, d'après ce que j'ai écouté, d'avoir des grands parentaux, c'est-à-dire que des poulets qui vont produire des poulets qui vont faire des enfants. C'est ce que j'ai compris, c'est ça. C'est-à-dire que 60 ans après les indépendances, voilà où on en est. Et on dit on est un État souverain. De quelle souveraineté parlez-vous? Si ces pays-là décident de ne plus nous donner des parentaux, la filière s'arrête. C'est ce que ça signifie. Et lorsque vous regardez, entre guillemets, pour ce qui est des relations internationales, ces pays-là peuvent se lever un matin et décider que nous et le Cameroun, c'est bon, donc vous n'aurez plus de poulet. Donc je me rends compte que le mal est plus profond que ce que moi personnellement je pensais. Donc il est important que l'État s'arrange pour qu'on peut accompagner des producteurs à travailler sur des grands parentaux, pour qu'on soit vraiment autonome, que la filière soit autonome de la base jusqu'au sommet.
que la filière ne soit pas limitée à un niveau, qu'on ait une filière complète, des grands parentaux jusqu'à la base. Parce que l'autre chose également, on parle seulement du poulet, le prix des œufs est également en train de flamber d'une manière ou d'une autre. Et lorsqu'on connaît le rôle de l'œuf, parce que l'œuf c'est entre guillemets la protéine du pauvre. Lorsque vous avez des enfants, il est plus facile de lui donner un œuf que d'aller chercher du poulet ou bien je ne sais pas trop quoi pour lui donner. Donc il est important qu'on ait une filière complète au niveau du Cameroun. Mais il est également important que l'État, nous avons le MINEPIA, qui est justement la structure qui est là pour accompagner les producteurs. Et cet accompagnement, ce n'est pas seulement s'asseoir au ministère et bavader. Il est important qu'on descende sur le terrain. C'est la même chose avec l'agriculture au sens large. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les programmes, les PNVRA, Programme national de vulgarisation agricole. Il est aussi important que dans la filière avicole et même dans les autres filières, qu'on ait des personnes qui descendent sur le terrain, qui accompagnent ces producteurs-là. Parce que les problèmes sont connus, ce n'est pas des problèmes qui viennent du ciel. C'est-à-dire que les chiffres que M. K2 donne, ce n'est pas des chiffres qu'il a inventés, ce sont les chiffres que le ministère a. Et sur la base de ça, on dit, dans le cadre de la gestion du pays, on s'arrange pour pouvoir faire face aux futures échéances. Parce que ce qui va se passer, et c'est ce qui se passe tout le temps, c'est qu'on est dans la gestion de l'urgence. On passe notre vie à gérer l'urgence. On en parlera sûrement sur les autres sujets, mais la réalité, c'est qu'on passe le temps à gérer l'urgence. On ne se projette pas. Et en économie, il y a ce qu'on appelle la courbe en J. C'est-à-dire qu'on peut arriver à un niveau où on souffre un peu plus pendant un temps pour que, après la période de souffrance, on obtienne quelque chose de plus stable. Lorsqu'on veut construire la route, ce qu'on fait, c'est qu'on vient creuser. Les embouteillages augmentent plus qu'avant. Mais après, lorsqu'on a fini la route, on a une circulation qui est plus fluide. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on ne peut pas obtenir de bons résultats si on n'accepte pas de souffrir un certain temps. On peut se dire qu'on a 2 ans où on souffre, mais on construit une filière qui, après 2 ans, est solide. Parce qu'en réalité, si on n'a pas des filières solides, parce qu'on les a construites vraiment pour la durée, et on est en train de faire du saupoudrage, on va se retrouver chaque fois avec des crises, qu'on va dire, récurrentes. Ce sera comme, on aura des cycles réguliers de crise, de crise, de crise. Mais il est question de travailler sur le long terme. Et travailler sur le long terme, c'est s'assurer que ces grands parentaux, on les a sur place et qu'on accompagne ces producteurs pour qu'on n'aboutisse plus à ça. Acceptons de souffrir un temps pour pouvoir obtenir quelque chose de solide. Sur la même question de Nico Ebo, quelle est l'action économique attendue du gouvernement aujourd'hui pour rendre un peu plus forte la filière avicole? Bon, la première parenthèse, c'est sur la question de la souveraineté de notre pays. Je suis dérangé de savoir qu'on épilogue de plus en plus sur la souveraineté nationale. Quand vous êtes citoyen d'un pays avec une CNI de ce pays-là, un passeport de ce pays-là, vous devez savoir que même dans vos rêves, l'État-là reste seulement souverain. Donc, il ne doit pas vous arriver de penser que vous n'êtes plus souverain parce que le voisin a occupé même 99% de votre territoire. On est souverain. Et c'est parce qu'on est souverain qu'on doit aller vers des propositions plus concrètes. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut engager, bon, ici comme ça, il faut engager les responsabilités. Quand on dit État, gouvernement, ça me pose un problème. Dans le gouvernement du Cameroun, il y a au moins 2 ministres qui s'occupent de ces questions-là. C'est transversal, parce que je vois qu'on ne parle pas du ministre de l'Agriculture. L'élevage, ce n'est pas seulement le ministère de l'élevage. Il faut nourrir ces bêtes-là et on a besoin du ministère de l'Agriculture. Parce que quand le poussin d'un jour, il est plus cher, mais combien vaut le maïs aujourd'hui aussi? Est-ce qu'on le trouve en quantité suffisante? Donc c'est un problème réel. On a eu j'étais à un séminaire il y a de cela quelques années avec, curieusement, un expert de l'Union européenne qui se liguait contre le fait qu'au niveau du Cameroun, on ait levé les droits de douane sur les produits dits de première nécessité. Aujourd'hui, on est quand même surpris de savoir que vous n'avez pas de l'œuf. Il n'y a pas plus de produits de première nécessité qu'un œuf. À ce moment-là, la première solution, il ne faut pas parler de gouvernement, c'est que les ministres en charge des questions d'agriculture, c'est-à-dire le ministre de l'élevage, le ministre de l'agriculture, il faut qu'ils fassent leur travail. Ça, c'est bien. Et qu'ils ne se mettent pas au service des officines
étrangères. Comme ça s'est passé avec la grippe aviaire. Vous savez que dans la grippe aviaire, il y avait une volonté de faire disparaître un certain nombre de personnes du circuit. Et on l'a fait. Parce qu'il arrivait même qu'on simule des cas de grippe aviaire dans des fermes juste pour détruire. Et pour détruire, on détruisait, oui, c'était simulé. Tout le monde sait. Je ne veux pas demander à ceux qui sont là de le dire parce que je crois qu'ils sont déjà suffisamment harcelés comme ça. Mais c'était simulé. Moi, je le dis en tant que joueur parce que je sais que c'était simulé. Et on a détruit parce qu'il y avait d'autres projets. Dans d'autres secteurs, notamment, je crois que c'était le secteur de la pisciculture. Il fallait montrer que le secteur de la filière agricole n'était pas suffisamment porteuse d'espoir en termes de demande en protéines. Il fallait trouver le moyen de provoquer un besoin. On l'a fait. Si vous avez dépensé 1000 milliards, une augmentation de 1000 milliards en termes d'importation de produits alimentaires par an, il faut les surtaxer. Si vous voulez que la production locale soit forte, vous allez mettre la production locale sinistrée en concurrence avec une production qui est subventionnée. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut que ceux-là payent. Donc ceux qui sont subventionnés ailleurs, ils vont perdre un peu à l'export. Et au niveau du Cameroun, donc, si on impose seulement pour 3%, on leverait 3 milliards par an sur les 1000 milliards d'importations. Avec ces 3 milliards-là, vous avez demandé à M. Ndioko, si la filière, si ceux qui élèvent les poules ont 3 milliards de subventions, ça peut faire les choses. Vous n'avez pas de grands parentaux. Je ne sais pas, moi je ne connais pas bien le chiffrage, mais je suis sûr qu'avec 3 milliards, on commencerait à faire quelque chose. Ce qu'on fait, il ne faut pas demander. L'État aussi peut nous opposer le fait qu'il n'a pas toujours beaucoup de moyens. Mais on a mis 180 milliards, par exemple, j'ai vu les programmes, on a eu une subvention c'est une subvention, c'est une aide, une subvention de 180 milliards. Si on met 180 milliards sur une pandémie dont les morts en série proviennent en réalité de la mauvaise qualité de notre alimentation, on peut trouver 20 milliards pour subventionner la production locale, pas seulement en poulet, mais en autre chose. Il faut que les Camerounais aussi soient disposés à empêcher ces importations. Vous avez parlé de poulet congelé. Je fais partie de ceux qui vont empêcher, aller sur le marché, saccager, détruire. Il faut faire comme les gens font en Europe, et que les gens s'engagent, on ne laisse plus à l'ARCDIC le soin d'aller s'attaquer à ce qui pourra entrer illégalement au Cameroun. Donc, le ministre de l'élevage ne peut pas prendre sur lui de changer l'esprit de ce qui a déjà été accepté par le gouvernement de la République à savoir le principe de la non-importation de coupes de poulet. Il faut être plus actif là-dessus et être ferme parce qu'il va au moins sur cette question-là. Vous voyez que c'est les éleveurs qui viennent en parler, c'est l'interposition qui en parle. Mais il ne faut pas mettre de côté 90% des acteurs, c'est-à-dire les consommateurs finaux. Et ils doivent donner de la voix pour dire voici la qualité de ce que nous on doit consommer, pour que ce ne soit plus une revendication. Docteur Louis-Marie Cagde, on est en train de sortir du sujet déjà. Quelles sont les mesures incitatives qui favoriseraient aujourd'hui l'éclosion et même la stabilité de la filière? En gros, il y a deux choses que l'on peut faire pour relever le secteur. Il y a des mesures incitatives d'ordre fiscal et peut-être même administratif, mais il y a aussi les actions à faire sur ce qu'on appelle en économie les facteurs de production. Et dans le contexte actuel, il faut y ajouter cette fameuse question de souveraineté. Je commence par la souveraineté, parce que pourquoi est-ce qu'une affaire économique transite par le créneau diplomatique? Parce que peut-être personne ne se pose cette question qui peut être ahurissante. Pourquoi est-ce que pour que cet opérateur qui est là achète son produit au Brésil, il faut que le ministre camerounais écrive à l'ambassade du Brésil au Cameroun? C'est parce que si jamais l'engagement qui est tenu dans cette lettre-là n'est pas respecté, cela engendre une crise diplomatique entre nos deux pays, dont un autre facteur externe suffisamment fort, une charge diplomatique très forte sur notre pays, ce qu'il ne faut pas. Ça veut dire qu'un beau jour, avec le créneau diplomatique, si jamais sur le marché camerounais,
les entrepreneurs brésiliens étaient empêchés de se mouvoir, le Brésil déciderait, par exemple, de ne plus exporter ses produits au Cameroun. Sur le plan diplomatique, ce serait une crise diplomatique. Donc, dans un marché qui est libre, quand on dit que c'est libre, le Cameroun a opté depuis 1989 pour l'économie du marché et a signé tous les accords de l'OMC et tout ça. On ne doit plus passer par un créneau comme le créneau diplomatique pour travailler. On doit donner donc les facilités aux opérateurs qui sont là d'aller sur le marché, de négocier sur la base de la libre compétition. Et c'est où il y a problème aujourd'hui. Je vous donne un exemple. On a déjà beaucoup parlé des mesures fiscales. Si je prends le GECAM qui dit que la charge fiscale sur les opérateurs qui sont là, c'est 57,7%. Aujourd'hui, c'est trop. C'est-à-dire, c'est trop. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas au Cameroun, sur cette base-là, une manière de faire pour que lui soit compétitif. C'est trop. Dans d'autres pays, on a 30% et tout ça. Et vous les mettez en compétition, ça ne peut pas être possible. Il faut revoir la charge fiscale sur les entreprises au Cameroun pour faire en sorte que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et que finalement l'offre dépasse la demande. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, si on prend le secteur avicole, la demande annuelle se trouve autour de 105 000 tonnes. Et on arrive à produire que peut-être entre 50 et 60 000 tonnes. Donc, il y a de l'espace. Le problème se poserait si l'offre dépassait la demande. Mais on n'en est pas encore là, ce qui veut dire que c'est une opportunité formidable pour notre pays, même en termes de création de richesses et en termes de création d'emplois. Si je prends encore un exemple, toujours dans les facilités qu'on peut faire, pendant le Covid, parce qu'on parle de Covid, la BEAC, en dehors du FMI, a mis de l'argent à la disposition des banques commerciales pour soutenir les opérations économiques. Et le taux auquel la BEAC a mis de l'argent, c'est 3,5%. Pourquoi est-ce que les banques commerciales remettent cet argent sous forme de crédit aux opérateurs à 11-13%? Why? Et ça, sous le regard silencieux du gouvernement, dont la responsabilité est de réguler. Les capitaux existent. Les banques au Cameroun sont en surliquidité. Mais l'opération économique n'a pas les moyens pour travailler. Si les banques au Cameroun mettent 50 milliards à la disposition des opérateurs économiques, je vous donne 1 an pour que la filière redevienne ce qu'elle était en 2015 ou avant le 15 mars 2016. Parce que cette filière représentait 35% de la demande totale en viande au Cameroun et 300 milliards de chiffre d'affaires et 18 milliards par là d'économie en devises pour une seule filière, entre 2 et 4% du PIB national en fonction des sources, c'est quelque chose d'important qu'on ne peut pas s'amuser avec. Donc, il y a ce problème qui se pose et le regard silencieux du gouvernement n'est pas intéressant. Pour sortir sur les facteurs de production, je vous prends encore un seul exemple. Le poulet coûte cher, pourquoi? Les intrants, mettez le maïs. Le maïs au Cameroun, pourquoi est-ce que le maïs au Cameroun et le soja, si on ne prend que les deux là, qui entrent dans la production des aliments et qui font l'essentiel des coûts, je parle sous le contrôle d'un producteur. Si vous agissez sur le maïs et le soja, alors vous réduisez d'au moins de moitié le coût d'un poulet sur le marché. Et cela est une opportunité formidable pour la création d'emplois au Cameroun. Production du maïs, production du soja. Nous avons l'essentiel de la partie septentrionale du Cameroun non occupée. Produisons le maïs. Et vous verrez que les prix chuteront sur le marché. Je n'ai pris que les deux là, en termes de facteurs de production. Mais vous allez ajouter l'énergie, vous allez ajouter le route, vous allez ajouter tout ça. Parce que dans un pays, si les coûts sont élevés, c'est aussi parce que les facteurs de production sont chers. On va vous permettre de dire un dernier mot sur ce sujet, M. Célestin Dioko, parce que vous allez nous quitter et on sort de ce sujet.
Oui, madame, permettez-moi, tout à l'heure vous avez parlé de la rareté et du prix élevé de poulet. Et j'expliquais tantôt que 90% des fermes en ce moment sont vides, ainsi que les pouvoirs. Oui, ajouter à ça les facteurs de production, comme dit le docteur Katke, parce que hier on élevait avec le maïs qui coûtait entre 170 et 190 au trot. Au dernier trimestre 2020, on élevait avec le maïs, le prix du maïs était à 250, 260. Et en ce moment, le maïs n'a jamais coûté aussi cher au Cameroun comme en ce moment. Donc non seulement que les facteurs, les coûts sont trop élevés, mais il y a encore arrêté de poussins. Donc ça veut dire que les produits qui sont offerts sur le marché, la demande est très supérieure à l'offre. Déjà, pour avoir un poussin parental aujourd'hui, il faut débourser à peu près 600, entre 600 et 700. Si ajouter à ça le maïs et le soja, dont les prix flambent tous les jours, sans oublier que les intrants venant de l'Europe, depuis le Covid, ont connu aussi une hausse vertigineuse. Donc avec ça, même le prix du poulet de 45 jours, qui coûtait 2200, aujourd'hui, pour que le producteur se retrouve avec tous les intermédiaires possibles, il faut au moins l'acheter à 3000 pour que le producteur s'en sorte. Bon, pour sortir, je continue à croire que la lettre du ministre, c'est pour nous aider à peupler les fermes et nous donner l'opportunité d'aller importer les OAC. L'agriculture en général souffre au Cameroun. Le peuple camerounais, l'homme camerounais, c'est un travailleur. Donnez-lui seulement un peu d'opportunité, un cadre propice. On ne demande pas, les producteurs ne demandent pas à ce que l'État leur donne de l'argent. Qu'on permet à l'agriculteur d'aller, parce que l'agriculture c'est un secteur où tout change tout le temps. Aujourd'hui, vous pouvez produire, demain, il y a trop de catastrophes. Si vous êtes engagé auprès d'une banque, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez que couler, vous ne pouvez pas, parce qu'il faut dégager une plus-value pour payer les intérêts bancaires, ainsi de suite. Donc, on demande seulement à l'État de nous permettre d'avoir accès au financement. C'est un problème de financement. Et Yves soulignait là tout à l'heure qu'il y a de l'argent. Et nous savons tous que les banques commerciales au Cameroun sont sur liquide, mais ils ne financent pas des secteurs comme ils ne financent pas le secteur agricole, parce que le secteur agricole est très précaire. À tout moment, tout peut basculer. Donc nous voulons seulement que pour l'urgence, si l'État peut nous permettre de peupler nos fermes et nous donner la possibilité d'aller chercher les OAC, c'est tout ce que nous voulons. En attendant qu'on réfléchisse sur comment mettre sur pied les fermes des grands-parents. Tout à l'heure, il y avait aussi, il y a des programmes, même dans le secteur de l'élevage, mais il y a mais qui agissent sur des leviers qu'il ne faut pas, par exemple. Le problème, aujourd'hui, il y a même des programmes comme le Prodel. Au départ, c'est peut-être bien pensé, mais on ne peut pas vous donner, vous donner de quoi mettre sur pied des investissements si vous n'avez pas de quoi financer votre fonds de roulement. C'est des investissements qui ne décolleront jamais. C'est encore de l'argent qu'on gaspille pour rien. Donc c'est l'accès au financement qui peut résoudre. Si on peut pas, s'il n'y a pas de quoi financer ou accompagner, qu'on permette au moins aux petits agriculteurs d'avoir aussi accès au financement. Merci Célestin Djoko d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président IPAVIC pour les bassins du littoral et du sud-ouest. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Alors, le Cameroun a négocié et obtenu un nouvel accord de financement du Fonds monétaire international dont le décaissement des fonds devrait intervenir ce mois. Cependant,
avant ce décaissement, l'institution demande un audit de gestion des 135 milliards de francs CFA précédemment débloqués en mai 2020 dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour y répondre, le chef de l'État a prescrit un audit des fonds affectés à la lutte contre le coronavirus. On va commencer par vous, Denis Kogo. Comment est-ce que vous appréciez la démarche du FMI? Je crois que, je ne sais pas, il faut apprécier la démarche du FMI sur plusieurs pans. Tout à l'heure, on parlait de la question de souveraineté nationale. S'il ne tenait qu'à nous, on n'aurait pas besoin d'un crédit du FMI à 180 milliards. Un pays qui vote un budget de 5 000 milliards n'a vraiment pas besoin de se battre pour obtenir 180 milliards du FMI. Maintenant, lorsque on est bien obligé de prendre 135 milliards du FMI, il faudrait bien qu'on justifie l'utilisation des fonds. Quand on dit qu'on a obtenu un financement, ce sont des sommes qu'on doit rembourser à terme. Donc, si ces sommes-là ne sont pas bien, cet argent n'est pas bien utilisé, on sera amené un jour à rembourser une dette dont le produit n'a pas servi à la majorité. Donc, c'est tout à fait normal que le FMI demande un audit. Et je dis audit parce qu'on s'est senti obligé d'aller leur demander le fonds. Quand vous prêtez de l'argent à un pays comme le Cameroun, c'est un argent qui sera remboursé. Donc, lorsque vous demandez l'audit de la gestion, ça veut dire que non seulement vous avez prêté de l'argent qui vous sera remboursé avec des intérêts, vous êtes allé même appuyer sur la souveraineté de ce pays. Vous ne pouvez pas demander à un gouvernement qui vous a emprunté de l'argent de justifier l'utilisation des 10 sommes qui vous seront remboursées. Donc ça, c'est encore autre chose. Maintenant, sur le plan interne, c'est aussi normal que le gouvernement, que ces fonds-là soient audités. Et tout ce qui n'est pas bon, c'est que dans un environnement où on est durement frappé, qu'on épilogue beaucoup plus sur... lorsqu'on dit qu'il y a un audit, ça circule, c'est tellement viral. C'est comme si tout cet argent avait été détourné. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que dans un environnement où tout le monde demande une gestion moderne, qu'on s'habitue à ce que lorsque de l'argent a été utilisé à n'importe quel niveau, qu'un compte soit rendu. Et ça se fait déjà depuis. Donc, le fait qu'on demande un audit ne devait pas faire rougir tout le monde. C'est tout à fait normal que ces fonds-là soient audités. Et ce n'est pas une présomption de détournement comme j'ai eu à le voir. Ce n'est pas bon parce que quand on le fait, on effraie, on pousse les gens vers des retranchements. Si l'argent a été utilisé, c'est tout à fait normal que ces comptes-là soient audités pour le bien de tout le monde. Le docteur Marcel Simo, enseignante militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous a rejoint. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour aux copanélistes, bonjour à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là. C'est vrai qu'un peu gêné de n'avoir pas participé au premier débat parce que j'ai eu l'impression que les copanélistes ont bien pris la peine de ne pas démontrer aux téléspectateurs que le GIC existe et que le gouvernement demande aux populations de se mettre en GIC pour pouvoir les accompagner. Donc on a très vite fait de contourner cet aspect-là et démontrer très clairement que l'État ne fait rien. Pourtant, il y a des actions qui sont menées quand même. Alors, revenons justement au second sujet sur le Covid. On a finalement aujourd'hui la Chambre des comptes de la Cour suprême, on a le Consuplé, on a le MINFI qui se chevauchent pour exécuter la même mission, sollicitée bien entendu par les dirigeants camerounais. À votre avis, qu'est-ce que ça traduit, ce foisonnement d'audits? Non, ça devrait, je crois que très enchanté parce que le consultant, je crois, a pris la peine de dire qu'il est important que dans ces situations, qu'on prenne le DIC comme un compte rendu, ce qui est normal. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un, lorsque vous donnez des fonds à quelqu'un, il faudrait quand même qu'au bout d'un moment, même si ça n'avait pas été demandé, rassurez-vous, il était de bon ton qu'à un moment, que des comptes soient rendus, qu'on vous dise voilà ce qu'on a fait de ça. Donc, ce n'est pas seulement ces ministères qui seront dans l'action, parce que tous les ministères, je crois, la recherche, l'enseignement, tous les ministères ont eu, n'est-ce pas, ont bénéficié de cet argent ou alors de l'argent pour
parer, n'est-ce pas, à leur manière ou à leur niveau, à la lutte contre la Covid-19. Donc, il est de bon ton que des actions, que des réponses soient données et que chacun librement dise que voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Ce qui est important ici, c'est le regard, c'est la perception que la société a eue lorsqu'on a parlé de dire contre la Covid. Et du coup, tout le monde, j'ai entendu des gens dire, bon d'accord, l'honorable Nietzsche avait raison, et oui, parce que les gens ont voulu. Non, il ne faudrait pas qu'on prenne ça sur cet angle-là. Parce que des actions ont été menées, et je crois que tout le monde, à sa manière, a vu. Moi, par exemple, dans le domaine de l'éducation, moi, j'ai apprécié dans les établissements, dans les lycées où des cache-nez étaient attribués, la désinfection des lieux était beaucoup plus régulière et beaucoup d'autres actions ont été menées. Dans d'autres domaines également, des actions ont été posées. Donc je crois que chaque ministère, à sa manière, essaiera, n'est-ce pas, de dérouler, d'étaler le compte rendu ou alors de l'action, des différentes actions qui ont été menées avec l'argent reçu. Donc, on ne voyait pas ça comme une intention d'escroquerie ou de malversation, mais rassurez-vous, des comptes seront donnés et, comme le chef de l'État, vous le savez, ceux qui auront, n'est-ce pas, utilisé abusivement cet argent rendront des comptes beaucoup plus sérieux, non seulement au chef d'État, mais également à la population. Restons avec vous, Eric Pinlap, sur ce foisonnement d'annonces, d'audits. Quel rôle a joué la forte pression venue des réseaux sociaux et même celle de votre député, comme le disait le docteur tout à l'heure? Déjà, vous me permettez de préciser que ce qui fait l'objet de cette levée de bouclier, ce n'est pas la demande d'audit, parce que la demande d'audit s'est faite depuis plusieurs mois. C'est que le secrétaire général de la présidence de la République a écrit au ministre de la Justice pour demander des procédures judiciaires. On en parlera. Donc, en réalité, les résultats de l'audit sont déjà disponibles et il s'avère qu'il y a des personnes qui ont détourné ou bien qui ont détourné l'argent de leur but initial. Donc, ce que nous disons, ce qu'il faut noter, ce n'est plus une question de est-ce qu'on audite ou est-ce qu'on n'audite pas. Maintenant, permettez-moi également de demander que la célérité avec laquelle on a audité les comptes du Covid, qu'on le fasse également pour la CAN, qu'on le fasse également pour un certain nombre de chantiers routiers, notamment dans la ville de Douala, si on prend juste la pénétrante Est. Donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il serait important également qu'on audite, parce que si les Camerounais pensent que l'audit c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, d'extraordinaire, c'est parce qu'on n'a pas la culture de l'audit au Cameroun. On a géré près de 3 000 milliards pour les chantiers de la CAN. Aucun n'a été audité. Moi, j'ai un cas qui me tient particulièrement à cœur, c'est le stade de Kouemkong. J'y étais. J'ai vu le parking qu'on a construit à 11 milliards. C'est-à-dire qu'on a fini de construire le stade et il restait le parking et on l'a financé à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Ce serait également important que cette canne-là, les fonds qu'on a utilisés dans le cadre de cette canne, soient audités. Ça, c'est ce que je m'ai dit pour la forme. Maintenant, pour le reste, c'est clair que l'honorable Jean-Michel Nietzsche a posé le problème sur la table. À l'époque, on parlait d'acharnement, c'est-à-dire qu'on estimait que l'honorable Jean-Michel Nietzsche s'acharnait sur le ministre de la Justice, mais non, ce n'était pas le cas. Le ministre de la Santé, pardon. Et pour vous prendre juste un cas, c'est juste, on a aménagé des stades pour lutter contre le Covid. Bapelépé, c'est près de 80 millions. Le stade militaire à Yaoundé, c'est près de 80 millions. Mais seulement lorsqu'on tombe dans le sud-ouest, on tombe à plus de 300 millions. Pour les deux, 300 millions pour chaque stade qui a été aménagé de ce côté-là. Lorsque vous avez 80 millions ici à Douala, qui était un des foyers principaux de Covid, et vous avez 300 millions dans le sud-ouest à côté, c'est à s'interroger. Je ne sais pas s'il y avait des infrastructures particulières de ce côté-là qu'il n'y avait pas ici, qui était le foyer. Donc, il y a un certain nombre de chiffres, et même en termes de passation de marché. Tous les marchés ont été passés en urgence, c'est vrai. On était dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on a mis de côté le code des marchés publics du Cameroun, qui est un code que tout le monde dit être bon, donc on l'a mis de côté. Tous les marchés, dans le cas du Covid, c'était des marchés spéciaux. Par conséquent, c'était du gré à gré. J'appelle mon ami, je lui dis que j'ai un marché, j'appelle mon couple, voilà un marché, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'était normal que l'honorable Jean-Michel Nietzsche attire l'attention sur la gestion de ces fonds. Docteur Louis-Marie Kagde, pourquoi la traçabilité de cet argent est une question importante aujourd'hui?
Oui, pour des raisons de financement de notre économie, moi j'ai signé pour 2020 le rapport sur le budget et j'indiquais là quelque part que le Cameroun n'aura pour alternative pour financer son budget 2021 que l'endettement. Et donc là, la piste de l'endettement reste unique. Nous venons de parler d'une filière qui pouvait permettre d'avoir des recettes. On n'en a pas. Donc l'argent ne viendra que de l'endettement. Et nous sommes en 2021 au bord du surendettement, c'est-à-dire de cette période-là où le Cameroun ne sera plus en mesure de payer ses dettes. Nous sommes déjà dans ce qu'on appelle au FMI le risque élevé. Après le risque élevé, nous tombons dans le surendettement. Et donc, rien ne nous dit, là où nous sommes là maintenant, qu'un autre choc externe ou que si le Covid prend du temps, on ne va pas sombrer dans le surendettement. Donc, du point de vue économique, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez emprunter de l'argent auprès du FMI, vous devrez être clair aussi avec le FMI. Dans un contexte où le Cameroun vient de lancer des eurobonds, c'est-à-dire que sur le marché international, si vous voulez aussi être crédible, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Je voulais ensuite préciser que l'audit n'est pas le rapport de gestion. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se comprenne très bien. Quand on parle d'audit, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement et on recherche la cause. Le rapport de gestion, c'est tout autre chose. Mais donc, il y a eu un problème. Et le problème qu'il y a eu, pour moi qui suis enseignant dans plusieurs universités au Cameroun, les gels, on a facturé des gels et un certain nombre de choses que nous on n'a jamais vues. C'est-à-dire qu'à l'entrée des amphithéâtres ou bien à l'entrée des salles de cours, il n'y avait pas de dispositif de lavage des mains, etc. Et donc, c'est des choses qui sautent à l'œil et qui peuvent à un moment donné amener à se poser des questions. Vous comprenez, on a vu passer des bons de commande avec des montants un peu dérangeants. Et on se dit, on est dans le pays, on sait combien on peut produire le gel, on sait combien un masque peut coûter, on sait un certain nombre de choses. Et quand on voit certains types de montants sur des bons de commande, on est en droit de s'interroger. Et donc vous ne pouvez pas aller auprès d'une institution financière avec un lourd passif comme celui-là. Si vous ne montrez pas votre capacité à gérer les fonds que l'on met à votre disposition, il est clair que le FMI peut ne plus emprunter de l'argent au Cameroun. J'insiste que c'est aujourd'hui la seule piste du financement de l'économie camerounaise, c'est l'endettement. On n'a pas de possibilité d'augmenter les recettes. Nous voyons que dans tous les domaines, le Cameroun, le déficit de la balance commerciale du Cameroun est en train de chuter drastiquement. Donc on n'a pas de possibilité de dire que c'est la croissance qui permettra. Parce que dans le budget 2021, on a prévu que pour financer ce budget, il fallait que le Cameroun ait une croissance de 3%. Ce qui n'est pas sûr dans un contexte où le Covid est en train de s'éterniser et même de s'aggraver. Vous comprenez un peu. Donc l'endettement reste la seule piste. On pouvait prendre les IDE et tout ça, mais le climat des affaires au Cameroun s'est encore dégradé à cause d'un certain nombre de paramètres que nous mesurons avec le DBI. Et donc, voilà où on en est. Et on est obligé aujourd'hui de montrer, de faire patte blanche face aux institutions financières. Docteur Marcel Simon, reparlons du communiqué de 2 pages publié le 29 juillet dernier par le ministère de la Santé. Le communiqué revenait sur la manière dont ont été dépensés les 22 milliards de francs CFA mis à disposition à cette date-là. Sachant qu'en publiant ce communiqué, le ministère a invoqué l'urgente nécessité de la transparence. Les informations qui s'y trouvent permettent-elles un véritable contrôle du public ? Non, je pense que, excusez-moi, avant de revenir sur votre question, je vais rebondir sur un élément que j'estime ne pas laisser l'absence passer. de gel dans les universités. Oui, je ne sais pas quand même si on était dans la même université, parce que j'ai la chance quand même d'enseigner à Douala, et je crois que c'est même perceptible jusqu'aujourd'hui. Donc ça m'a un peu gênée. Je me dis, non, si je ne parle pas de ça, je crois que demain, à la première heure, on me dira, ben attends docteur, on est ensemble ici, vous avez vu ce qui s'est passé. On en donnait aux étudiants de manière
je vais dire, naturellement comme ça et avec du gel. Donc, je ne sais pas. Bon, peut-être c'est une université américaine ou italienne, maybe. Mais je crois qu'au Cameroun et à Douala, ces gels étaient donnés aux étudiants, ces cache-nez étaient donnés gratuitement aux étudiants. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand vous vous placez à l'entrée de l'USE Douala, vous observez le décor qui est planté. Et c'est même une des raisons pour lesquelles, jusqu'aujourd'hui, à Douala, une seule porte d'entrée est toujours disponible. Alors, petite parenthèse, toutes les autres sont fermées. Vous parlez de quelle université? Donc, Yaoundé 2, Maroua. Voilà, c'était important de préciser. Donc il le fallait, sinon demain, je vous assure, je ne serais pas entrée. Qu'on va dire, mais attends. Le docteur Marcel Simopal de l'université de Douala, le docteur Lucas Depal de l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2 et de Maroua. Très bien. C'était important de sortir la précision pour ne pas embrouiller tout le monde. Donc je disais, la précision, la note du ministre de la Santé était du 29 simplement, je crois, pour démontrer, je ne vais pas dire sa bonne foi, mais son intention de pouvoir mener des actions très clairement et très sainement. Et d'ailleurs, ces actions ont été menées clairement et sainement et ont été félicitées par un ensemble de Camerounais. Parce que ce qu'on va mettre, ou alors ce que je ne voudrais pas qu'on oublie, et ça le véritable problème, c'est qu'à chaque fois, on donne l'impression que la Covid n'a pas été gérée, ou alors la pandémie n'a pas été gérée au Cameroun comme il le fallait, ou alors comme on le voulait, mais on essaye, on oublie de reconnaître. Parce que le docteur Kagde dit, c'est que si on demande un audit, c'est parce qu'il y a un problème. Il demandait justement de faire la différence entre un rapport de gestion et un audit. Oui, mais je ne voudrais pas qu'on insiste sur le concept problème. Je ne voudrais pas qu'on insiste sur le concept problème. Parce que ça va m'amener à démontrer clairement qu'on a toujours des personnes, je ne veux pas dire de tous ou de mauvaise foi, qui vont lui donner 1000 francs pour faire quelque chose. Il le fera avec 800, 700 et puis il va garder 200. Donc moi je crois que l'objectif ici, c'est d'asseoir une certaine traçabilité de tout ce qui a été fait. Et la traçabilité, elle est normale. Il faudrait qu'on ait une traçabilité effective, perceptible et connue, acceptée de tous. Et qu'à un moment maintenant, lorsque la traçabilité n'est pas acceptée ou objective, qu'on estime que non, ici à ce niveau, vous-même vous rendez compte que ce que c'est en train de dire n'est pas raisonnable. Et alors du coup, soit des intentions ou alors des actions sont menées pour qu'on comprenne très rapidement qu'il y a eu des détournements à ce niveau. Mais maintenant, je voudrais qu'on reste dans des hypothèses, parce que si on se met à dire avec certitude qu'il y a eu des tournements, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est comme si on était dans l'action ou parce que de manière générale... On reparlera justement de la Moi, je voudrais qu'on aille sur l'action générale. De manière générale, je crois qu'à sa manière, le Cameroun a géré la pandémie d'une façon, vraiment de manière globale, positivement. Les risques ont été réduits, le stress a été réduit, et puis on a essayé à notre manière d'assurer une certaine sécurité, une certaine sérénité au niveau de la population. Donc, d'où les félicitations même de l'OMS sur la question. Donc, je voudrais dire que quand on regarde la chose de manière générale, et qu'on regarde, on se rend compte que la pandémie, elle est arrivée, elle est tombée sur tout le monde entier comme comme un coup de massue. Oui, comme un coup de massue dont personne ne s'y attendait, et puis tout le monde s'est jeté à l'eau, et puis parfois vous allez voir que les actions des uns et des autres se menaient de manière contradictoire parce qu'on ne comprenait rien, mais il fallait agir, donc du coup on ne pouvait plus se mettre dans des actions de réflexion il fallait agir absolument, il fallait sauver des vies. L'urgence dont parlait Eric Pinlap. Voilà, et je crois que c'est l'objectif qui a été mis en avant au Cameroun. On a sauvé des vies, on a fait ce qu'on pouvait, et maintenant on demande aux populations de respecter un minimum de barrières pour que des vies continuent à être sauvées. Avec vous, Eric Pinlap, j'aimerais questionner la pertinence du dispositif institutionnel, organisationnel et même technique mis en place dans la gestion des dépenses liées à la Covid-19 au Cameroun. À ce niveau-là, il faut questionner les dépenses globales de l'État. Déjà, il y a un fameux article de notre Constitution, c'est l'article 66 de notre Constitution sur la déclaration des biens. Parce qu'en réalité, tout ce qui est mis comme institution, c'est pour garantir que lorsque l'argent public sort, il est utilisé à bon escient. C'est-à-dire que des personnes ne distraient pas l'argent de l'État. Toutes ces institutions, leur rôle, c'est ça, que ce soit la NIF, que ce soit ainsi de suite. Leur rôle, c'est de s'assurer que l'État, lorsqu'il sort de l'argent, il est utilisé pour la raison pour laquelle cet argent a été sorti. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune loi sur l'enrichissement illicite au Cameroun. Les plus riches au Cameroun sont les fonctionnaires. Vous allez voir
un jeune, à peine il est sorti de l'ENAM, dès qu'on le nomme là, à la douane, il se sort un R+, je ne sais pas combien, en 6 mois. Vous Les avez... fonctionnaires ne sont que de l'ENA. Vous avez des ministres qui sont comme vous et moi aujourd'hui. On le nomme. Après 6 mois, il devient insolent au quartier parce qu'il a sorti un R+, je ne sais pas combien. Déjà, l'article 66 sur la déclaration des biens permet que les différents gestionnaires de la fortune publique déclarent leurs biens lorsqu'ils entrent en fonction. Et à la fin, on peut évaluer le niveau d'enrichissement de ces personnes. Ça, c'est la première règle. Maintenant, à côté de ça, au niveau du Cameroun, on a un code des marchés publics. Malheureusement, dans les situations d'urgence, on met ce code des marchés publics à côté et on gère vraiment du gré à gré. Sauf que dans le cadre de la gestion de ces gré à gré, c'est justement les amis, les copains, les copines, avec des rétrocommissions pour les uns et pour les autres. Et toutes ces institutions vont seulement venir constater. Vous avez par exemple l'organe qui est en charge de nous produire des rapports sur la corruption chaque année, c'est la CONAC. La CONAC peut produire tous les rapports qu'elle veut. Si le président de la République, chef de l'État, l'alpha et l'oméga, ne décide pas d'engager une procédure judiciaire, tout ce que la CONAC aura dit va rester dans son rapport et rien ne sera fait. On a un exemple légendaire, c'est le secrétaire général du RDPC avec le programme Maïs. L'ACDIC, à l'époque, avait mené une enquête sur la gestion des fonds du programme Maïs. Les différents responsables ont été identifiés. On a dit que non, l'ACDIC, la CONAC est allée mener la même enquête et s'est rendu compte que l'ACDIC n'avait même pas obtenu de très bons résultats parce que les taux de détournement étaient encore plus importants. Qu'est-ce qu'on a fait? Le ministre de l'Agriculture de l'époque est devenu secrétaire général du RDPC. Point barre, aucune poursuite. Non, ils sont en prison. Pardon? Jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Ah, ils sont en prison, sauf le ministre. Donc, on estime que... DAG, ils sont en prison. Ah, ok, je n'avais pas cette information, merci. Donc, le principal responsable se retrouve blanchi. Donc, ses collaborateurs ont été arrêtés. Mais voilà la réalité. C'est le président de la République qui décide à tout moment, soit d'engager une procédure, soit de l'interrompre. Tout le reste là, nous sommes là pour observer. Donc c'est lui et lui seul qui est l'institution en charge de la gestion de la fortune publique au Cameroun. Et ce que nous lui demandons déjà, c'est le premier pas, ce serait de signer le décret d'application pour l'article 66 de notre Constitution, comme le demande même déjà la CONAC elle-même. Alors, Denis Kobossu, sensiblement la même question. Je vous interroge sur la pertinence des actions retenues dans le cadre de cette lutte, mais surtout leur efficacité. Je voudrais d'abord préciser sur la corruption supposée des responsables que, curieusement, ceux qui défendent les voleurs, ce sont les opposants. Oui, moi j'ai travaillé sérieusement sur la lutte contre la corruption. Et à chaque fois qu'on interpellait un responsable de l'État, c'est l'opposition qui était derrière celui-là pour le défendre. Je crois qu'il faut que les actions citoyennes soient acceptées et partagées par tout le monde. Donc on ne peut pas d'un côté se battre pour que l'argent public soit dépensé pour le bien collectif et retrouver des citoyens qui défendent, qui ont beaucoup de sympathie pour des responsables de l'État qui sont impliqués dans les détournements et qui sont notamment condamnés devant les tribunaux. C'était une parenthèse. Et donc je suis surpris de voir que c'est... Également sur la corruption, derrière chaque fonctionnaire qui vole se trouve un faiseur de marché public qui n'est pas fonctionnaire. Donc je veux dire qu'il faut que la responsabilité pénale étant individuelle, attaquons-nous à celui qui s'est rendu coupable de malversation, de vol, attaquons-nous aux receleurs et sans penser que c'est tout le monde qui... il faut que chacun paye pour ses fautes. Également, il faut dire, et c'est ce qui est le plus énervant dans ce pays, c'est que les dirigeants, leur première faute, c'est d'être fermés aux administrés. Ils évoluent toujours en vase clos.
quand on regarde la riposte, moi j'ai pensé à plusieurs mois. Moi je suis de ceux qui estiment que le dispositif mis sur pied pour protéger les citoyens contre le coronavirus était un bon dispositif. Il y a la différence entre le dispositif, il ne faut pas confondre le dispositif et les actes qui sont menés ici et là, parce que le fait d'être fermé aux administrés pousse le gouvernement à penser que, en tout état de cause, et quelle que soit la matière, c'est eux qui doivent faire. Moi, j'ai des images de mes camarades journalistes dans les autres pays, en Somalie, en Côte d'Ivoire, on a vu que ce sont les responsables de la presse qui sont aux avant-postes avec l'État pour communiquer sur la maladie. J'ai vu un camarade à moi qui a été vacciné en direct à la télévision pour dire aux gens qu'il faut se faire vacciner. Ici, dès qu'on dit vaccin, il y a quelques personnes qui s'asseyent dans une chambre, pensent tout. Vous savez, même si vous travaillez, vous pensez faire, vous pouvez être de très bonne foi. Mais lorsque vous n'associez pas les bénéficiaires, pour ceux qui travaillent sur les projets, il y a toujours un problème. On a toujours l'impression que vous cachez quelque chose. Donc, la première faute du gouvernement, c'est de ne pas s'ouvrir aux administrés lorsque le pays est menacé. Ça, c'est le pays qui est menacé. Tout à l'heure, on a parlé de la crise qu'il y a dans le secteur agricole. Oui, il y a une catastrophe. Tout ce que le ministre trouve à faire, c'est de faire un communiqué. Il aurait pu, s'il avait fait ce communiqué en présence des autres, ils auraient pu préparer ensemble sa note. Et personne, voyait qu'il n'y aurait pas tollé. Il y a tollé parce qu'on se rend compte que ceux qui sont les principales victimes ou les principaux acteurs ne sont pas associés. C'est la même chose avec. Donc, ce n'est pas seulement sur la pandémie. Oui, ce qui se dit, il y a beaucoup de suspicions. Suspicions liées à l'absence de transparence. C'est l'opacité qui crée la suspicion. Ce n'est pas même pas la réalité d'un détournement ou de tel acte qui fait problème. Et c'est là où il faut interpeller le gouvernement. Et quand vous voulez travailler pour l'intérêt de la population, vous devez associer la population ou les représentants de la population. Donc c'est à ce niveau-là que le rôle de l'honorable Nietzsche que vous avez tout à l'heure magnifié, donc je veux dire que c'est insuffisant. Et c'est pour la simple raison qu'il s'adressait uniquement à un ministre. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'un ministre, on parle d'un ensemble d'acteurs. Si les problèmes de principe sont posés de façon générale, si les questions de principe sont dirigées vers tous les responsables, sans exclusive, qui sont en charge de ces questions-là, la suspicion, qui est parfois illégitime, va disparaître. Donc, il y a une question de transparence. Et cette question de transparence-là est aujourd'hui en train d'entamer sérieusement notre riposte. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts en cascade maintenant. Personne ne parle des morts en cascade. On en parle il n'y a que les RIP sur les réseaux sociaux. Et il y a une forte concentration sur les faits divers liés à la gestion pour la simple raison qu'il faut que le gouvernement se ressaisisse, qu'il associe l'immense majorité de la population à toutes les actions qui sont entreprises. Ils font beaucoup, mais il y a toujours cette volonté de voler en vase clos. Et on a cette lettre finalement du SGPR au Minjustice, répercutant les hautes directives du chef de l'État qui prescrit l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices des cas de malversation financière relevés dans le rapport de la Chambre des comptes. Quels sont, selon vous, les non-dits de cette correspondance? Premièrement, c'est que un rapport a été fait et que ce rapport-là est accablant. Ce rapport est accablant contre un certain nombre de personnalités. Ça veut dire quoi que le docteur Luc-Marie Cacde continue? D'accord, allez-y docteur. Et donc, contre un certain nombre de personnalités, ce que nous devons comprendre, c'est que il y a un mécanisme de décaissement d'argent dans notre pays. Parce qu'on fait comme si chaque ministre avait une caisse gardée dans son ministère pour gérer. Ça ne se passe pas comme ça au Cameroun. Il y a un seul ministre qui s'occupe de ces affaires-là, c'est le ministre en charge des Finances. Et tout ce que nous voyons sur le papier, ce ne sont que des lignes. Ce ne sont que des lignes budgétaires, ce qui veut dire que si quelqu'un a besoin de l'argent, il leur donne. On envoie au ministère des Finances et c'est le ministre des Finances qui paye. Donc, s'il y a un problème, allez chercher au ministère des Finances. Le ministère des Finances ne peut ne pas être complice s'il y a problème.
Parce que si vous voulez acheter même un gel, ce n'est pas le ministre de la Santé publique qui sort de l'argent, c'est le ministre des Finances qui paye. Et il a l'obligation, avant de payer, ça est d'ailleurs le contrôle financier, d'assurer l'effectivité de ce qu'il paye. Donc, pour moi, il ne faut pas aller chercher loin. C'est au ministère des Finances qu'il y a problème au Cameroun. Si l'argent est sorti du circuit, alors c'est au ministère des Finances que cela s'est passé. Et pour les travaux que nous avons déjà eu à mener sur la gestion budgétaire au Cameroun, ce qui se passe, c'est que le plus souvent, l'argent sort du circuit pour financer toute autre chose, et puis les acteurs se débrouillent comme ils peuvent pour justifier. C'est-à-dire que le coup de massue dont vous parlez, un ministre peut même recevoir cela sur sa tête alors qu'il n'a jamais vu l'argent. C'est sorti du circuit au niveau du ministère des Finances pour financer une autre ligne budgétaire, une autre ligne qui peut-être n'est même pas déclarée. Et finalement, en fin de compte, eux, ils doivent surfacturer, ils doivent faire des choses. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la CAN. Nous savons que l'argent a été utilisé pour financer la guerre, notamment au nord-ouest et au sud-ouest. Le Cameroun n'accepte jamais d'être en guerre. Pourtant, ce que cette guerre-là coûte par jour, au Cameroun n'est inscrit dans aucun budget, sur aucune ligne budgétaire. Pourtant, cet argent-là sort. Vous comprenez un peu. Et après, les gens doivent se débrouiller comme ils peuvent pour justifier ces lignes budgétaires. Je reste très convaincu que c'est ce qui s'est passé avec les fonds du Covid aussi. N'allons pas penser qu'au niveau des institutions, ceux qui sont en charge du contrôle financier signent n'importe quoi, soit ils sont complices, soit ils ne signent pas. Le mécanisme mis en place pour gérer les finances publiques au Cameroun est plus ou moins clair à ce niveau-là. Et les personnes qui pilotent cela sont souvent des personnes qui le font soit par intérêt, parce qu'ils ont eu leur part de commission, soit parce que la prescription légale leur demande de le faire. Donc, je voulais apporter cette précision-là pour dire que la personne qui est au cœur de ça, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui décaisse l'argent. Ce n'est pas au niveau des différents ministères que ça se passe. Docteur Martial Simon, partant du contenu de cette correspondance, est-ce qu'on doit s'attendre à des interpellations dans les jours à venir? Je vous assure que si souci, si incompréhension, si non-traçabilité, c'est normal, c'est de bon ton qu'on puisse interpeller, parce qu'en ce moment, on va tout de suite entrer dans un détournement. Mais pour l'instant, j'insiste encore sur ce mot, hein, qu'on ne voit déjà pas en noir, parce qu'on a parlé d'audit, qu'on laisse chacun s'exprimer. Heureusement, je suis d'accord avec lui à un moment. Le financement, il vient du ministère des Finances, et chaque ministère essaye, n'est-ce pas, en fonction de ses besoins, exprimer. Parce qu'il faut le dire, ces besoins sont exprimés par le ministère et l'argent est défalqué. Donc maintenant, lorsque le ministère serait incapable de dire ce qu'il a fait de l'argent reçu, on pourra assimiler ça, n'est-ce pas, soit à un détournement, soit à une distraction, et puis s'en suivra ce qu'il suivra. Mais à l'entame, pour le moment, j'aimerais qu'on leur accorde le bénéfice du doute, qu'on les laisse s'exprimer sur la question, et à la fin de l'audit, on observera, n'est-ce pas, ou alors on sanctionnera ceux qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, nous établir une traçabilité de ce qui a été fait de l'argent défalqué, reçu pour la cause. Parce que le chef de l'État a été très serein et très clair là-dessus. Tout ce qui est lié à la Covid, il y accorde du prix, il accorde de l'intérêt, et toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin, naturellement, auront des sanctions. Vous, Denis Kobo, comment est-ce que vous analysez le contenu de cette correspondance? Bon, je crois que les autres compagnies sont finalement crevé l'abcès. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, quand on parlait de ça fait des dénonciations, on dit qu'il y a beaucoup, quelquefois, on fonce. Que le Camerounais, la pauvreté morale s'est installée chez nous, si bien que lorsque quelqu'un entend qu'on a dépensé 80 millions, c'est quand même, il est complètement désemparé. 80 millions, peut-être c'est de quoi, ce n'est pas de l'argent dans un environnement où les gens sont véritablement au travail. C'est parce que
il y a une longue chaîne de personnes qui aimeraient bénéficier de la rente là, qu'on en parle. Il est clair, quand on parle de l'argent mis à disposition, je ne suis pas sûr que même quand un besoin est exprimé par un ministère, le ministère des Finances ne transfère pas l'argent au ministère. Donc ce n'est pas faisable. C'est des paiements qui sont faits, c'est des paiements, c'est aux prestataires, on ne donne pas l'argent au ministre. Et cela n'est jamais dit. Comme il y a une orchestration maléfique en ce moment au Cameroun, il y a une partie il y a des gens qui sont intouchables dans l'opinion, alors que ces personnes sont réputées être au cœur, n'est-ce pas, du dispositif d'opacité. Et c'est ça le véritable problème qu'on a. Le jour où on va amener les Camerounais à comprendre comment est-ce que l'argent circule dans un pays, on dit souvent que tel a pris. Manaouda a pris 70 milliards. Il a pris 70 milliards où et comment? Est-ce qu'il a reçu de l'argent? Est-ce qu'il y a un payeur au ministère de la Santé? Non. On ne donne pas de l'argent comme ça. S'il a reçu une prime, on lui a viré ses primes. Il y a une traçabilité de tout cela. Donc, malheureusement, on est en train de parler, on dit que les Camerounais sont en train de mourir, et au lieu qu'on s'occupe, n'est-ce pas, de parer au plus pressé, on est là dans ce qu'on appelle, ce n'est pas des faits divers anodins, c'est des faits divers camerounais, parce que chaque fois, on s'organise toujours, nous-mêmes on s'organise pour créer, pour créer des problèmes. Il faut, à travers cette lettre-là, moi j'ai souvent dit, et je le redis haut et fort, j'ai fait des études permanentes pour dire que je suis d'accord avec Paul Biya sur deux choses. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le plan politique. Sur le plan de la traque contre ceux qui détournent l'argent public, je suis entièrement d'accord avec lui. Tous ceux qui bénéficient de cette rente-là trouvent à redire dessus. S'il y a 100 voleurs, le jour où on arrête 10, il ne reste que 90. Donc chaque fois, il faut applaudir lorsque ces gens sont ciblés. Et ceux qui viennent dans l'opinion disent que ce n'est pas suffisant généralement, c'est qu'ils bénéficient d'une partie de la rente. C'est l'argent du contribuable. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que quand on dit 180 milliards, c'est à Paul Biya qu'on a donné. Ce n'est pas lui qui doit rembourser, c'est nous qui allons rembourser 180 milliards. Et même si l'un d'entre nous a touché à cet argent, il faut que la personne paye. Si on encourageait, c'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Si on encourage, là où vous avez parlé du ministère de l'Agriculture, oui, tout le monde sait que des gens, des hauts ou des gros bonnets sont allés en prison dans le cadre de cette enquête de l'ACDIC qui a levé le lien et puis par la suite la CONA a suivi. Peut-être il faudrait proposer que la prochaine fois ce ne soit pas l'ACDIC qui lève le lien, il faut que ce soit la CONA qui lève le lien et que les ESE suivent. Si nous, chaque Camerounais ou les Camerounais pris individuellement étaient portés vers la protection du bien commun là, on n'aurait pas tous ces problèmes. Il ne faut pas cibler ce qu'on dénonce, il faut systématiquement dénoncer toute personne qui qui prend des libertés avec l'argent public. Merci Denis Komo. Il ne faut pas cibler ce qu'on aime. Eric Pinlap, on sort de ce sujet avec vous, là, presque issu de cet aspect. Est-ce que vous satisfait? Je ne sais pas si je vais parler de satisfaction, mais il est important que s'il y a des personnes qui ont utilisé l'argent des Camerounais pour faire autre chose que ce à quoi c'était destiné, que ces personnes rendent compte à la justice. Maintenant, ce que je souhaite dire à M. Kouebo, c'est par rapport à l'éventuel soutien que l'opposition aurait pour des voleurs, ce n'est pas le soutien. Pas toute l'opposition. Non, justement, ce que je souhaitais dire à ce point, c'est que déjà, le SDF a demandé un certain nombre de commissions d'enquête parlementaire, notamment sur l'affaire Mouchipou, sur l'affaire, déjà plus proche de nous, sur la gestion des fonds de la CAN, parce que nous souhaitons qu'il y ait une transparence de ce côté-là. Mais seulement, il est important, lorsqu'on décide d'interpeller quelqu'un, c'est suivant les lois de la République du Cameroun. Il y a des procédures à respecter. Donc, il n'est pas question, parce que je suis un présumé détourneur de fonds publics, que mes droits en tant que Camerounais soient bafoués, tout simplement. Vous l'avez défendu, M. Marafa. Monsieur... Vous l'avez défendu ici sur le plateau. Je ne vais pas parler de Marafa parce que moi, je ne défends aucune de ces personnes, mais seulement il est important que les droits des uns et des autres soient respectés tout au long de la procédure. L'autre chose également, c'est aussi les conditions de détention. C'est-à-dire que nos prisons sont des mouroirs. Il faudrait se le dire. Moi, j'ai eu la chance d'entrer dans la prison de New Bell. J'ai l'habitude de dire au quartier, si quelqu'un n'a pas tué, ou bien si quelqu'un ne t'a pas mis dans une situation où, franchement, il n'y a rien d'autre à faire, ne l'envoie pas à New Bell.
Parce que lorsque vous arrivez à la prison de New Bell, ce n'est plus la vie, sincèrement. Donc, il est important également qu'on attire l'attention de ceux qui nous dirigent sur la qualité de vie dans nos prisons. On ne peut pas accepter d'être dans un pays comme le Cameroun et avoir ce type... Ceux qui vont en prison, en réalité, on les envoie là-bas pour... ils ont fauté, il est question qu'ils reviennent dans la société. En ayant pris conscience du fait que j'avais posé une mauvaise action, j'ai été puni. Et maintenant, je reviens à la société, je deviens un citoyen, un bon citoyen qui est utile pour ma communauté. Donc, il est important que la vie dans ces prisons soit améliorée, que les conditions de détention soient améliorées. Ce n'est pas défendre des prisonniers, c'est juste s'assurer que tout le monde, même le prisonnier, ait un minimum de droits qui soient respectés. Maintenant, également, on a beaucoup de procédures. Je tiens à vous dire ici qu'il y a un ministre, lorsqu'il fallait, je crois, le pape arriver au Cameroun, il y a un ministre à qui on a donné l'argent d'Aosak Banjok. Ce n'est dans aucune procédure au Cameroun. Donc, il est important de noter qu'il y a des règles qui doivent être respectées, mais elles ne sont pas toujours respectées. Il faudrait qu'on se le dise. Et maintenant, les autres commissions sont connues, M. Kouebo. Je peux mettre mon fournisseur, il vient, on le paye, et il envoie ma part quelque part. Donc ça également c'est connu. Il faudrait également dire ça à l'ensemble des Camerounais. Donc il y a des procédures qui sont pour la plupart bonnes, parce qu'au Cameroun, en termes de textes, on a beaucoup de bons textes, mais dans leur application au quotidien, elle nous produit ce que nous voyons là. Ça fait 39 ans, nous savons où nous allons. Et on sort de cette émission en un tour de table. Le 6 avril 1984, comment la tentative de putsch a marqué le Cameroun et sa gouvernance? On va commencer par vous. Docteur Marcel Simon, quels sont les tares que cette tentative de coup d'État a laissé en marque négative au Cameroun? Là, moi, j'ai cru que je devais avoir l'avantage ou alors la chance de terminer, parce que j'ai entendu parler du tour de table. Oui, mais je vous le promets. C'est pas grave. Non, vous aurez la parole en dernier, je vous le promets. Merci. Non, mais je crois que le 6 avril 1984, c'est une date qui est inscrite dans la mémoire des Camerounais. Et pour ceux qui l'ont vécu, je crois qu'à chaque fois ces dates, d'ailleurs dans les réseaux sociaux, vous aviez observé, il y a une phobie, il y a une peur, il y a une frustration qui revient pour des personnes qui ont vécu l'action en direct, je vais dire ça comme un film. Mais pour le chef d'État, je crois que ça a également impacté, ça je vais le dire, sur son comportement, parce qu'on a un chef d'État extrêmement averti, et je crois que c'est l'une des conséquences de ce coup d'État manqué, raté. Oui, ça l'a rendu beaucoup plus averti, beaucoup plus aguerri et beaucoup plus prévoyant. Prévoyant parce que, vous voyez, c'est pratiquement 2 ans après son ascension, pratiquement, je crois sensiblement 2 ans, et puis c'est dans une phase où il commence à vouloir mettre, n'est-ce pas, en application des concepts très forts, rigueur et moralisation, et puis du coup on tombe dans une espèce de coup d'État manqué. Automatiquement ça va brusquer, automatiquement ça va freiner l'élan de celui, quelles que soient les intentions que vous aviez, n'est-ce pas, on va observer, n'est-ce pas, un ralentissement au niveau de l'engouement qui était donné. Mais ça n'a pas empêché qu'à partir de 90, on revoit un chef d'État aguerri, fort et averti se relever et mener des mains de maître et diriger des mains de maître le territoire camerounais, malgré tout ce qui a été, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu pendant cette période-là. Donc je crois que l'élément important à retenir, c'est que ça permet au chef d'État d'être beaucoup plus averti, beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus préventif. Devini Kobo, comment ce coup d'État a-t-il affecté la gouvernance du Cameroun? Il faut dire que ce coup d'État, c'est un événement qui a bouleversé les habitudes politiques au Cameroun. Il faut affirmer avec force que le coup d'État avait été mené par des officiers d'une seule région du Cameroun. Au moins à 97,5%, c'était des gens d'une seule région du Cameroun qui tentaient de reprendre un pouvoir qu'ils avaient perdu. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et toujours, comme suite à cet événement-là, il y a eu une double construction sur le déni de vérité historique.
qui fait en sorte que progressivement, donc depuis 1984, il y a eu une tendance à transformer les bourreaux de 84 en victimes. Donc, quand vous faites un coup d'État, vous vous attendez à une chose, soit à réussir, soit à être mis hors d'état de nuire. Le coup d'État avait échoué pour une seule raison, parce que l'immense majorité des officiers en dehors du cercle de putschistes ne se reconnaissaient pas dans la tentative de force. Sorti de là aussi, parce qu'on voyait 84, quand Biya prend le pouvoir, il est presque dans la continuité d'Ahidjo, avec les ministres, toutes les institutions, qu'il n'y avait pas eu un grand bouleversement jusqu'en 84. Il n'y avait pas, c'était comme la continuité. Et depuis 84, on a l'impression que le président s'est replié sur lui-même. Il est devenu, je veux dire, très méfiant. Quand vous regardez, il se comporte, le président Biya se comporte comme quelqu'un qui a toujours des adversaires en face. Je pense que c'est 84 qui a occasionné cela. C'était donc la première action visible du repli identitaire au Cameroun. Et à terme, on peut dire que si le pays tient encore debout aujourd'hui, c'est à cause de 84. C'est parce que plus jamais les gens n'ont voulu répéter l'expérience de 84, parce qu'on aurait frôlé peut-être la guerre civile si une partie du peuple, c'est-à-dire une partie du pays, décide de prendre le pouvoir contre une partie du pays. Les changements démocratiques se font pour le bien de tous. Les changements démocratiques ne se font pas pour le bien d'un groupuscule d'individus. Avec vous, Eric Pilab, j'aimerais qu'on analyse le message des mutins dans le contexte actuel. Vous savez, certains ont parlé de prophétie, parce que justement, ils posaient un certain nombre de problèmes. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais déjà dire que je suis un peu d'accord avec M. Kouebo pour ce qui est du changement dans les personnes avec lesquelles il devait travailler. Et notamment, ça a entraîné la création du RDPC en 85. C'est-à-dire qu'on a fait tomber l'UNC et on a remis sur pied une machine politique avec des personnes qui étaient beaucoup plus sûres pour pouvoir avancer. Maintenant également au niveau de la sécurité, il y a eu un réaménagement de la sécurité présidentielle. Je crois qu'on a dissous la garde républicaine pour mettre sur pied la garde présidentielle, la direction de la sécurité présidentielle, tout ce que vous connaissez en termes de sécurité. Donc ça a été l'occasion pour lui de renforcer sa sécurité, mais également d'utiliser une bonne partie de nos ressources pour renforcer cette sécurité-là. Maintenant, s'agissant de votre question, sincèrement, lorsqu'on regarde aujourd'hui le niveau d'enrichissement de ceux qui sont supposés gérer la fortune publique, on se rend compte que justement rigueur et moralisation, c'était un slogan creux. Slogan creux parce que pendant ces 39 ans, bientôt 40 ans, on s'est retrouvé dans une situation où les fonctionnaires sont devenus les principaux agents économiques du Cameroun. C'est les fonctionnaires qui gagnent les marchés d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'on lance même des programmes pour accompagner des producteurs, par exemple actuellement on a le PITMA. Allez regarder quels sont ceux qui bénéficient des financements du PITMA, parce que tout à l'heure on parlait des GIC. Justement, l'idée des PITMA, c'est les gens sont regroupés et on leur trouve des financements pour pouvoir exercer leur activité. Mais seulement ce qui se passe, c'est les fonctionnaires entre eux qui mettent sur pied un certain nombre de structures qui viennent... Je n'ai pas très envie de vous dire c'est faux. Parce que suivre de planteur, je n'ai pas très envie de vous dire c'est faux. C'est pas grave. Vraiment. Vous êtes libre de me dire que c'est faux. Moi, je vous parle de la réalité sur le terrain. Donc, c'est les fonctionnaires qui finalement gèrent le Cameroun. Et malheureusement pour nous, ils pensent tout connaître. C'est-à-dire que si vous allez dans le domaine de la finance, on va prendre un fonctionnaire, on va vous mettre là. On a créé une banque des PME. Allez regarder ceux qui gèrent la banque des PME. C'est tout sauf des banquiers. Et quelques années après, parce qu'on a donné l'argent aux copains, aux copines et aux voisins et aux voisines, on se retrouve avec une banque de PME qui est en faillite. Prenez notre compagnie aérienne.
qui nous mange je ne sais pas combien chaque année en termes de milliards. Et vous imaginez un peu ce qu'on aurait fait avec cet argent si on avait laissé les techniciens, pas les fonctionnaires, si on avait laissé les techniciens gérer notre compagnie aérienne, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'on prend quelques personnes qui pensent tout savoir, pensent tout connaître et plombent de façon durable notre développement. Donc, les mutins, pour ce qui est de la gestion de la fortune publique, on ne va pas dire qu'ils avaient raison. En réalité, c'est que tous ceux qui font les coups d'État, c'est une phrase qui revient régulièrement. C'est-à-dire que, oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que prenez tous les coups d'État qu'on a fait autour de nous, c'est quasiment le même discours. Corruption, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que tous les pays africains sont corrompus, tous les pays où il y a eu des coups d'État. Non, c'est un des prétextes qu'on met le plus en avant, tout simplement parce que lorsque le discours des mutins, ou bien le discours de ceux qui font un coup d'État, c'est d'abord un discours pour attirer la sympathie. Et on attire la sympathie avec les choses, quand on va dire que tel volet, c'est clair que beaucoup vont se reconnaître que non, oui, il y a tel là qui est devenu riche là, un genre. Donc, également, le discours, c'est également attirer la sympathie. Et on attire la sympathie. Lorsque M. Biya prend le pouvoir, il parle de rigueur et moralisation parce que déjà, avant qu'il ne prenne le pouvoir, il y a déjà un problème avec la gestion de la fortune publique. C'est vrai que ce n'est pas au niveau d'aujourd'hui, mais ce problème existait déjà, sinon il n'en parlerait pas. Et maintenant, moi, personnellement, mon principal regret, parce que lorsque je me suis engagé en politique, l'un des premiers livres que j'ai lus, c'est pour le libéralisme communautaire. Lorsque vous lisez ce livre, vous avez l'impression que si on met ça en application, le Cameroun devient l'Eldorado de l'Afrique, pour ne pas dire une destination mondiale. Sauf que de tout ce qu'il a écrit à l'intérieur, il n'a rien implémenté. C'est ça mon principal problème. C'est-à-dire que dire des choses, c'est-à-dire qu'il est dans le dire, mais dans l'action, on s'interroge. Quand vous lisez ce livre, à la fin, il y a ces 30 mesures clés. Déjà en 87, il parlait de l'agriculture de seconde génération. Ça fait 10 ans après le comice de Bolova qu'on nous parle d'agriculture de seconde génération. Mais seulement, on ne peut pas mettre les tracteurs, on ne peut pas faire pousser les tracteurs dans les champs. Voilà la réalité. Donc, comme je disais, c'est ma principale. Sincèrement, s'il avait au moins implémenté ce qu'il avait dit, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient avancé dans le bon sens. Docteur Lumari Kakde, comment est-ce que vous analysez la gestion du Cameroun après 1984 ? Un grand soir pour le Cameroun, parce que cela a marqué le changement de paradigme dans l'itinéraire d'un homme qui est arrivé au pouvoir avec beaucoup de sympathie et d'ambition, mais qui depuis ce jour-là s'est refermé sur lui-même. Il arrive avec un programme de rigueur et de moralisation, quelque chose qui est louable pour notre développement, mais depuis ce soir-là, Paul Biya est devenu le spécialiste en conservation de pouvoir. J'ai publié cette année avec un collègue européen dans une revue de classe A un article sur le système de clientélisme camerounais, c'est-à-dire le système de conservation du pouvoir au Cameroun. C'est devenu un cas d'école en sciences politiques dans le monde entier. Paul Biya est devenu le spécialiste en conservation du pouvoir. Et la gouvernance du Cameroun aujourd'hui est centrée sur la conservation du pouvoir. Vous n'avez pas d'ascension socio-politique au Cameroun si vous ne contribuez pas à la conservation du pouvoir. Le critère pour rester ministre n'est pas un bilan, ou pour rester directeur général, ce n'est pas de présenter un bilan positif au Cameroun, mais c'est de montrer sa capacité à conserver le pouvoir de Paul Biya. C'est de gagner les élections, par exemple, que vous ayez truqué ou pas. Donc vous riez, mais les personnes qui ont géré le fonds Covid et tout ça là, qu'ils aient bien géré ou mal géré, vont même être promus ministres d'État parce qu'ils ont gagné les élections ou bien parce qu'ils tiennent très bien leur système de clientélisme et qui fait en sorte que le pouvoir de Paul Biya reste intact.
qu'il puisse aller dormir, aller rester dans son village, ou à l'époque où il allait en court séjour privé, qu'il puisse y arriver sans qu'il y ait une moindre menace sur son pouvoir au Cameroun. Et cela s'appuie, entre autres, aujourd'hui sur un critère important, c'est la confiance. Paul Biya, aujourd'hui, ne fonctionne qu'avec un cercle de confiance. Ce cercle-là qu'il recrute à deux niveaux. D'abord, les amis ou le cercle d'enfance. Nous avons aussi fait notre papier sur la gérontocratie au Cameroun. La moyenne d'âge des personnes qui nous gouvernent, c'est 75 ans et plus. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes avec qui Paul Biya fonctionne depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trahison possible dans ce cercle-là. Quand on parle de Jean Kuete, ce n'est pas un Bamileke qui a été nommé secrétaire général de la présidence du RDPC, c'est un ami de Paul Biya depuis longtemps. Ils ont travaillé ensemble au Premier ministère. Jean Kuete était déjà en 72, en 75, conseiller technique du même Paul Biya quand Paul Biya est Premier ministre. Ce sont des gens qui se connaissent extrêmement bien. Ce sont des amis qui ont cheminé, qui ont eu du chemin dès déjà la création du RDPC. Jean Kuete est déjà secrétaire national à l'économie et tout ça. Donc c'est quelqu'un avec qui ils fonctionnent. Quand on parle de Nyandi Fendi, ce n'est pas un Bamileke, il ne faut pas le voir comme étant un Bamileke qu'on a mis là. Il faut voir comme quelqu'un avec qui Paul Biya chemine depuis plus de 40 ans. Mais ce que vous dites également, c'est que Paul Biya n'est pas dans les considérations tribales. Non, je dis qu'il y a deux cercles. Il recrute parmi les amis. Vous verrez, c'est des amis du séminaire, c'est des amis de quelque part. C'est des gens qui fonctionnent depuis très longtemps. Quand il a créé l'ONEL et qui nous a sorti un nom que ma génération ne connaissait pas, finalement, vous voyez que c'est des gens avec qui il a fonctionné depuis très longtemps. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se trahir. Il n'y a pas de trahison dans ce genre de cercle d'amis. Et ce genre des amis d'école, des amis d'enfance, etc. Il y a ça, et donc ça forme aujourd'hui une génération de personnes. Une génération que certaines dénoncent, et on voit ça partout. Une génération qui meurt au pouvoir, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit à la tête des autres institutions, c'est la même chose. Que ce soit à la direction générale de la police, que ce soit de la sécurité nationale, que ce soit partout, vous avez essentiellement des personnes qui sont avec Biya depuis plus de 40 ans. Donc il y a ça d'une part. Ensuite, un autre endroit où on trouve des gens, un cercle de confiance, c'est le clan. Moi, je ne parle même pas de tribu, parce que ce n'est pas tout le boulot. J'ai eu l'avantage de séjourner dans toute la région du Sud et il y a moins d'un mois. Vous ne trouvez pas un endroit aussi enclavé que le Sud. Donc, vous ne pouvez pas dire que tout le boulot profite du pouvoir de Paul Biya. C'est archi faux. C'est une histoire de clan. Le clan, c'est un peu la famille élargie, si vous voulez. Et donc, Paul Biya fonctionne en dehors de ses amis avec la famille élargie. Et ça fait en sorte que nous avons un système où la tension sociale n'est pas ce que cela serait s'il n'y avait pas eu de coup d'État. C'est-à-dire que si ce monsieur avait continué dans sa trajectoire de rigueur de moralisation, qu'il a voulu rattraper dans les années 1988-89 en annonçant à ses amis du RDPC qu'il faudrait qu'il se prépare à la concurrence, en nommant Djomwele, qui était à l'époque ce qu'on peut appeler au Cameroun un savant, c'est-à-dire un philosophe, l'un des plus gradés. Il n'est plus, vous pensez? Qu'il l'a nommé au secrétariat général du RDPC pour impulser cette histoire de rigueur de moralisation, parce que le philosophe dans notre société est encore cette image de morale, et il confie même à cette époque-là la communication du RDPC à Monon Djana, c'est-à-dire encore notre philosophe. Ils ont échoué parce que cela a conduit dans les années 91-92 à une crise sans pareil. Et depuis cette époque, depuis 92, une autre nouvelle équipe est arrivée au RDPC, ce qu'on appelle les réels politiciens. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus et ils sont encore. Par exemple, Grégoire Ona est arrivé à cette époque-là avec un certain nombre de personnes qui y sont toujours. Il n'y a que Charles Ndumba qui est décédé. C'est une équipe de réels politiciens qui sont arrivés avec une autre logique de la politique, cette logique-là de politique Nanjangi qui nous gouverne jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu un
un changement de paradigme à cette époque-là. Paul Biya, aujourd'hui, et tous ceux qui l'entourent, y compris son parti, ne travaillent que pour la conservation du pouvoir, dans un contexte où on pouvait travailler pour le développement. C'est pour ça que nous pouvons épiloguer sur le développement comme nous voulons, mais ce sont des gens qui sont spécialistes pour rester au pouvoir. Ils sont spécialistes pour gagner les élections, ils sont spécialistes pour avoir la majorité obèse et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, ça nous pose un réel problème pour l'émergence de nos sociétés. En 1988, juste pour vous donner une figure, le Cameroun avait 168 entreprises publiques. C'est-à-dire que si on avait continué dans cette mouvance-là, on serait aujourd'hui un pays émergent, comme les autres pays qui étaient au même niveau que nous à cette époque-là. En 2020, le Cameroun n'en a plus que 28. Et les 28, là, il faut mettre les entreprises créées entre-temps. C'est-à-dire que la saignée, ce qu'on appelait l'hécatombe des entreprises publiques au Cameroun est sans pareil. Vous comprenez un peu. Et tout cela, dans les années 80, il y avait une petite industrie au Cameroun où il y a des choses qu'on fabriquait au Cameroun. Même le vélo, on fabriquait au Cameroun à cette époque-là. Un certain nombre de choses. Au Cameroun, aujourd'hui, on importe, comme certains m'a dit, jusqu'au cuidant. Ce qui est quelque chose d'extrêmement incompréhensible. Donc, c'est pour moi 1984 qui a créé le repli identitaire et qui fait aujourd'hui que Paul Biya n'est pas ce qu'il aurait été dans un monde normal. On sort avec vous en une minute. Qu'est-ce qui a manqué au président Paul Biya pour implémenter dans les faits ce qui est dit pour le libéralisme communautaire? Moi, je vais aller très droit au but. D'entendre les gens parler de la conservation du pouvoir. J'ai pas bien envie de lui dire ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Parce que non, permettez. Simplement parce que la cession au pouvoir passe par des élections. Donc soyons un peu sérieux dans ce que nous. Non. C'est pas lui. C'est pas lui qui s'élit. C'est pas lui qui s'élit, mais ce sont des citoyens, voilà, vous et moi, qui lui donnons la possibilité de rester, bon, pas vous, mais vous êtes minime, puisqu'il y est toujours. Donc je pense que ce sont les Camerounais qui estiment qu'il est là, parce qu'il devrait y être. Non, je vais appuyer pour ressortir un élément. Donc c'est important. Les Camerounais ont estimé que sa place est là, parce qu'il a des actions à mener, d'ailleurs qu'il est en train de mener. Donc vous ne pouvez pas parler de conservation de pouvoir comme s'il était à une place qui n'était pas la sienne. Non, c'est la sienne. Et c'est parce que nous pensons qu'il a encore à donner, qu'il est là. Moi, je suis également choquée lorsque j'entends dire on s'appuie sur le concept de gérontocratie. Je suis d'accord que les jeunes prennent de relais. Mais il ne faudrait pas qu'à un moment, on passe le temps à démontrer aux yeux des individus que la vieillesse est synonyme d'incompétence. Non, il ne faudrait pas. Parce qu'ils sont peut-être vieux aujourd'hui, mais on ne va pas remettre, on ne va pas renier le fait que c'est des personnes qui se sont battues pour le Cameroun. Il a nommé 70% de jeunes. La plupart de ces cadres-là sont devenus cadres de Biya avant 45 ans. Voilà. Avec que des jeunes avec Donc il ne faudrait pas qu'on se comporte comme si aujourd'hui, bon, l'âge est arrivé et puis on estime qu'ils doivent être jetés à la poubelle. Lorsqu'on parle... Je vous en prie, ils vont y aller, mais il faudrait je vous en prie, permettez que je termine. Permettez que je termine, vous voulez conclure à ma place, bon, allez-y. Merci. Donc, quelqu'un à 89 ans, qui continue je crois que je dis ce que je voulais dire. Eric Pila, c'est bon. Permettez. Bon. Très bien. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, docteur Louis-Marie Kagde. Bon retour sur Yaoundé, sur Marois, où vous rentrez tout de suite. D'accord. Sur Yaoundé? Oui. Bon retour sur Yaoundé. Merci à vous, Denis Kobo, d'avoir été là. Merci également à vous, Eric Pila, d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. Mais dès demain, vous pouvez retrouver cette émission sur notre plateforme YouTube, STV Cameroun. Et on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.